Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 52 de l'ALAM, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maëvis, qui est syndiquée au sein du STJV, donc le syndicat des travailleuses et travailleurs du jeu vidéo. Elle va nous présenter l'historique du syndicat, les actions qu'elles ont mises en place au sein des dernières années, leur avis sur le marché du travail des jeux vidéo et leurs revendications suite à la mobilisation nationale. Que vous soyez travailleuse de la culture, du jeu vidéo ou simplement public, on a fait en sorte que cet épisode reste accessible et facile à écouter. Maëvis nous définit beaucoup de termes, etc. Donc normalement, c'est assez pédagogique et c'est ouvert à tous. J'espère en tout cas que cet épisode vous plaira. Si jamais vous êtes travailleuse du jeu vidéo, je vous invite à regarder ce que font le STJV et voir si leurs activités peuvent vous plaire. Cet épisode fait partie de l'événement des 2 ans du podcast. C'est le dernier du mois de mars, ça y est. C'était un plaisir de pouvoir passer ce mois de mars avec vous et j'espère que le programme vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses. Merci à vous pour tous vos retours, pour tout votre soutien. Un grand merci à Maëvis d'être venue nous expliquer et prendre de son temps pour nous présenter ce syndicat. C'est la première fois qu'on reçoit un syndicat sur le podcast et je trouve que c'est vraiment un aspect hyper important de la lutte dans la culture et que voilà, c'est des sujets que j'aimerais plus aborder sur le podcast et j'espère que ça aura pu vous apprendre des choses. N'hésitez pas à me faire vos retours sur cet épisode et puis n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à soutenir le podcast. C'est hyper important et c'est vraiment primordial pour la suite du projet. Un grand merci à vous et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bonjour Maëvis. Salut. Merci d'être présente au micro aujourd'hui. Je t'en prie, merci à toi de nous inviter sur le podcast. Aujourd'hui, tu es venu nous présenter le STJV. Donc, est-ce que tu peux nous présenter le syndicat pour celles et ceux qui ne connaissent pas et nous dire à qui il s'adresse ? Oui, bien sûr. Du coup, pour me représenter vite fait, parce qu'il y a des gens qui vont me reconnaître comme ça, moi, c'est Lazuli Maëvis. Je suis syndiqué au STJV depuis quasi/plus d'1 an maintenant. En fait, du coup, je vais un peu avoir une sorte de double/triple casquette parce que je viens à la fois en tant que porte-parole du syndicat, mais aussi comme je bosse dans une sorte de frange un petit peu particulière qui est celle qui l'univers de la culture et de la technique audiovisuelle et du jeu vidéo. Ça, j'en parlerai plus tard pourquoi c'est pertinent. Je veux aussi un peu avoir ce regard-là qui est aussi vachement important vu ce qui se passe récemment au niveau des lois. Et du coup, le STJV, qu'est-ce que c'est ? C'est un syndicat d'industrie du jeu vidéo qui est un syndicat indépendant qui a été fondé dans le dernier quart 2017 à la suite de diverses discussions auxquelles je n'ai absolument pas fait partie. Des membres, je ne sais pas si on peut dire fondateurisme, mais appelons-les comme ça, notamment à la suite de la loi travail de 2016, si ça vous rappelle des bons souvenirs, n'est-ce pas ? Et aussi parce que, en fait, à ce moment-là, le secteur du jeu vidéo, il est représenté d'un point de vue syndical, vous n'avez pas l'image, mais imaginez les gros guillemets, par le SNJV, qui est, pour faire simple, le MEDEF du jeu vidéo, donc les patrons. Donc en fait, toutes les travailleuses en France étaient représentées par leur patron. C'est du coup pas une très bonne image de représentation, et en plus, ils se revendiquaient comme étant les sachant tout, ceux qui ont vraiment que ce qu'ils disent est la vérité globale, que tout va bien dans le meilleur des mondes et qu'il n'y a pas besoin d'écouter qui que ce soit d'autre. Du coup, de tout ça est né le STJV, et c'est un syndicat qui s'adresse en réalité à toute personne comment dire ça bien, toute personne dont la force de travail est utilisée pour produire des bénéfices, on va dire, pour rester dans le milieu industriel. Dans le secteur du jeu vidéo, ça implique, ou de l'industrie vidéoludique, ça implique les postes qu'on connaît ou auxquels on associe facilement le jeu vidéo, les codeuses, développeuses, game designeuses, tout ça qui est un peu, voilà. Mais aussi tous les game artistes, les personnes qui font des designs, des personnes, mine de rien, qui s'occupent aussi des boîtes, dans le sens... gestion des stocks, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais bon, qui font partie de la boîte, les journalistes, les personnes de la technique, bonsoir, et les streamereuses aussi, les créatrices de contenu, en fait c'est un peu infini, mais à partir du moment où
où c'est en lien avec l'univers du jeu vidéo, avec l'industrie du jeu vidéo, en fait, c'est des gens qui ont soit pas, soit peu de représentation de toute façon, ou de protection, et qui du coup peuvent tout à fait se sentir concernés, si elles le veulent, par le syndicat. Et ça aussi, avant que je les oublie, ça concerne aussi tout à fait les personnes qui ont la volonté ou ont bossé dans le secteur, qui sont en recherche d'emploi, et qui souhaitent rester dans ce merveilleux monde qu'est l'industrie du jeu vidéo, ou les personnes qui sont actuellement en études, parce que les droits des étudiants et d'étudiantes, c'est aussi quelque chose en France qui est un petit peu saccagé et auquel on pense jamais. Donc voilà. C'est intéressant de voir que du coup vous regroupez un large panel de métiers et de situations et de montrer qu'il y a un intérêt général en fait à tout cela. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, toi, ce que tu fais dans la vie? Je trouve ça intéressant de savoir. Ok, je bosse dans le secteur de l'audiovisuel dans le cadre de l'e-sport, c'est-à-dire que je fais la technique vidéo pour les personnes qui veulent vraiment la précision. Je suis streaming engineer, du coup, de toutes les émissions, toutes, il y en a quand même, on a aussi des concurrents, donc pas toutes, mais de pas mal des émissions et surtout des compétitions de jeux vidéo. Je vais pas en citer pour éviter de cibler particulièrement, mais je pense que si vous ouvrez Twitch à ce moment-là et qu'aujourd'hui, quelle heure il est? Ouais, si vous ouvrez Twitch dans une demi-heure et que vous cherchez quel est le plus gros stream sur Counter-Strike, ça vous donnera une idée de pour qui je bosse. Voilà. Fut un temps, maintenant je fais plus d'on-site, c'est-à-dire je vais plus sur les scènes où ça a lieu pour tout ce qui est setup de production et tout ça. Maintenant je bosse que totalement en remote. Pour des raisons qu'on pourra aborder peut-être plus tard, parce que je crois que c'est dans une des questions. Remote, c'est télétravail? Ouais, c'est ça. Tout à distance de chez moi. Vous la définissez sur votre site et je trouve ça intéressant comme question. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça signifie l'industrie du jeu vidéo et combien de travailleuses cela représente? Ce qu'on considère comme l'industrie du jeu vidéo, c'est un truc qui est assez difficile à compter en réalité, parce qu'on inclut dedans toutes les personnes, comme je disais, qui sont en études ou en recherche d'emploi, mais aussi les personnes de la technique ou du journalisme qui, sur l'INSEE, par exemple, seraient jamais considérées comme autre chose que... Je sais pas comment expliquer ça. C'est que c'est des stats qui sont souvent faites par secteur d'emploi plus que par environnement industriel. Je sais pas si ça a beaucoup de sens ce que je dis comme ça. Mais en gros, le journalisme avec le journalisme, la technique avec la technique et l'informatique avec l'informatique... ce que nous, on ne sépare pas. Mais on a quand même des petites évaluations qui ont été faites par des journalistes, je ne sais plus les années de ces datas, mais en gros, c'est évalué en France entre 8 000 et 23 000 emplois. Sachant que quand je dis emploi, là encore une fois, on rentre dans un décompte un petit peu bizarre. C'est pas pour rien que c'est dit emploi, c'est que là, ça compte les contrats, ce qui est contractuel, c'est du coup pas les freelances, c'est encore une fois pas les personnes en recherche d'emploi, c'est pas les personnes qui sont en études du coup. Donc ça reste assez malléable. J'ai oublié aussi de les citer tantôt, mais par exemple les traducteuristes aussi, c'est des personnes qui sont très très sollicitées dans le jeu vidéo, dont leur métier est constamment mis à mal. Avec l'arrivée des IA et des personnes qui pensent que faire de la localisation, c'est soit pas important, soit ça se résout en 2 clics, ce qui est absolument pas le cas. Ça aussi, on pourra peut-être en parler un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est à peu près dans ces eaux-là. Ça reste un secteur qui est assez niche. On ne se rend pas compte parce que je pense qu'on voit beaucoup la sortie, entre guillemets. Enfin, c'est un secteur qui est maintenant un média plutôt, je devrais dire, qui est un peu plus en vogue. Je veux dire, il y a 20 ans, les gens qui jouaient aux jeux vidéo, on avait une image un peu connotée. C'était pas le média... quand on disait qu'on jouait aux jeux vidéo, c'était pas « Ah, cool, je joue aux jeux vidéo », c'était plus ok, weird guy. C'était pas le truc où on se disait... surtout passé 10 ans, on va dire. Pour les enfants, quand c'était un peu la mode dans les années 90, la Game Boy, Pokémon, tiens, voilà, pour les enfants. Mais passé ce stade-là, ça restait, comparativement à ce qui pourrait être des films ou des bouquins, où on voit ça comme un média qui est assez répandu. Aujourd'hui, je pense que c'est assez différent. Le jeu vidéo, ça s'est pas mal installé dans les foyers, il y en a pour tous les âges. Enfin, il y en a toujours eu pour tous les âges, mais maintenant c'est plus facilement accepté, que c'est pour un peu pour tous, et qu'on en parle beaucoup. Et du coup, c'est vrai qu'on peut se donner cette idée, comme il y en a beaucoup sur le marché, du coup, il y a beaucoup de gens qui en font. Mais d'une part, ça a pas vraiment, je pense qu'il n'y a pas vraiment, s'il y a eu un peu d'évolution, j'imagine, au niveau
lancement de studio et tout ça, parce qu'évidemment, quand un secteur boom, tous les requins avides d'argent se lancent dedans. Mais je suis pas convaincu que c'est vraiment bougé beaucoup. Mais surtout, c'est aussi un secteur qui est très très international. C'est-à-dire que par exemple, pour ne citer que, si on prend Ubisoft, Ubisoft c'est une boîte qui a été montée en France, mais qui a des studios en Amérique du Nord, en Asie, en Europe évidemment. Donc la si quand je dis de 8 à 23 000 en estimation emploi, ça déjà, comme je le disais, efface tous ceux qui ne sont pas sous contrat, mais ça aussi efface le fait que c'est que la France en fait. Il y a beaucoup de... On est un pays qui, mine de rien, même si c'est pas top, on a comment dire, un code du travail en France, il existe. Déjà, c'est déjà quelque chose, il est ce qu'il est, mais il existe. Il y a des pays où c'est pas le cas, et du coup on a des... Comment on appelle ça, pas par contractualité, mais en gros des studios qui vont préférer sous-traiter sur d'autres endroits parce que ça va être moins cher, ça va... Donc ça aussi, c'est des emplois qui vont pas être comptabilisés comme en France, pourtant c'est des studios français qui vont le faire. Donc ouais, c'est vrai que se dire 23 000 personnes sur 67 millions. Est-ce que tu peux nous faire un bref historique? On a dit que le STJV avait été né du coup en 2017 et du coup que c'est un syndicat assez récent. Est-ce que tu peux nous faire un bref historique des mobilisations importantes de sa création jusqu'à aujourd'hui? Ouais, tout à fait. Bah du coup, sans trop répéter ce que j'ai dit plus tôt, et pour compléter un petit peu, ça a été créé, comme je disais, pas uniquement en réaction à la loi travail, mais ça a été un des étincelles, mais ça a été aussi créé en réaction aux conditions de travail qui sont extrêmement exécrables dans l'industrie du jeu vidéo. Je pense que quand on parle de bosser dans le jeu vidéo, la première chose auquel les gens pensent, c'est le crunch. Je sais pas si ça parle à tout le monde le mot crunch. Non, Je vais je peut-être, ouais. pense pas. Moi, Le je sais crunch, pas. c'est un terme qu'on utilise. Comment on pourrait le traduire en français? On pourrait le traduire par resserrer au max. C'est-à-dire que par exemple, on vous propose un projet qu'on va estimer durer 2 ans. Euh, c'est des exemples, des chiffres à la noix, hein, ça n'existe pas. Voilà. Du début à la fin, donc du montage du projet, avant les vertical slice, pardon pour les termes techniques, mais je vais essayer de les éviter, jusqu'à la vente, jusqu'au moment où le produit va être sur le marché. Et on vous dit, voilà, il y a 2 ans pour tout faire. Les gens qui donnent ces deadlines, évidemment, c'est des gens qui ne bossent pas dans le jeu vidéo, puisque c'est les patrons, et c'est eux qui se disent, en fait, ce qu'ils voient, c'est les chiffres, ils se disent, on a besoin de faire X millions de bénéfices sur X mois, donc il faut qu'on sorte un jeu qui va se vendre tant, à telle date. Et du coup, j'imagine qu'ils te demandent une charge de travail. C'est ça, ouais. Mhm. Et qu'en fait, ça fait partie de... Alors bon, je vais pas dire que ça concerne tout le monde, parce que n'étant moi-même pas contractualisé, je n'ai pas de CDI devant moi pour dire que oui, j'ai la ligne sur mon contrat, mais en gros, il faut s'attendre à oui, on est censé faire 35 heures de boulot par semaine, mais qu'en fait, on va peut-être vous en demander d'en faire 70, parce qu'en fait, on va devoir avancer la date de sortie de 3 mois. Donc il faut que ce soit fini à ce moment-là. D'ailleurs, je pense que ça aussi, c'est un truc que les personnes qui écoutent et qui suivent un petit peu le jeu vidéo, qui jouent, ils savent que les gros jeux, ce qu'on va appeler des AAA, ils sortent toujours en retard. Ils sortent jamais à la date annoncée. Enfin, jamais. Régulièrement en retard. Parce qu'en fait, même malgré le crunch, il n'y a pas assez de temps, il n'y a pas assez de moyens pour finir à temps et respecter les deadlines qui sont imposées par les porteuses de projets. Et puis, en fait, c'est aussi... Ces deadlines pourraient tout aussi être respectées, même si elles sont courtes, si les patrons décidaient de mettre les moyens d'engager des équipes suffisamment larges, avec suffisamment de moyens, pour pouvoir bosser. Mais pour vous donner un exemple, je connais un studio à Lyon où ils ont une seule personne en animation. Voilà. Et que cette personne doit tout faire. Et elle n'est pas en CDI en plus. C'est ça aussi, il y a d'autres problèmes. Bref, mais donc voilà, les conditions de travail, donc le crunch, c'est aussi un milieu qui est très jeune, si on compare à d'autres industries, et qui malheureusement, l'inverse de bénéficier, je ne sais plus c'est quoi le mot. Ah, je l'ai pas. C'est pas grave, les gens comprendront, du fait qu'il y a un peu cette attitude, en fait il n'y a pas trop de vieux patrons. Il n'y a pas les vieux man de 70 ans qui ont leur mindset comme ça. Du coup, il y a un peu ce truc de dire non, mais on est potes. Genre, on a 10 ans d'écart, viens, tout le monde te tutoie, tu sais, viens bosser dans ma boîte, machin. On est amis, c'est la grande famille. C'est très Startup Nation, un petit peu, ce mindset. Et
Et c'est aussi un métier malheureusement qui souffre du fait que les gens qui bossent dedans sont des gens qui sont très passionnés par pas forcément par leur métier, pas forcément par le fait de... Enfin, ils peuvent l'être aussi, hein, mais pas forcément par le fait de faire des lignes de code, faire des niveaux, mais par le jeu vidéo en tant que média. Comme des gens qui vont par exemple bosser au théâtre, qui vont pas forcément être passionnés par le fait, je sais pas, de tirer des rideaux, mais c'est très simpliste pour... les gens de la technique, mais je pense qu'on... Voilà, mais qui sont très passionnés par le théâtre, et du coup sont parfois prêts et prêtes à, comme on dit, l'amour rend aveugle. Hein. Pour le travail, c'est souvent réel, c'est qu'on veut tellement parfois bosser dans une industrie qui nous passionne, on est OK pour accepter de se faire vachement plus oppressé, enfin pas oppressé, mais aussi mais exploiter, c'est ça le mot que je cherchais, juste pour au moins mettre un pied dedans. Et en plus de ça, ce qui est horrible, c'est que cette réputation, on la vend comme normative, c'est-à-dire on va dire non mais tout le monde est passé par là, c'est normal, tout le monde a fait 6 mois de stage pour ensuite un CDD qui va être reconduit dans un autre CDD avant d'avoir un CDI, c'est tout à fait normal, t'inquiète, ça viendra plus tard. C'est pas normal, c'est illégal déjà, on peut commencer par ce que c'est, mais c'est vendu comme la voie, pas royale, mais la voie, c'est comme ça, c'est normal. Oui, c'est dévaloriser en fait la valeur travail. Ouais, tout à fait. Moi, j'aime pas le mot valeur travail, c'est un truc de droite, mais je veux dire, la valeur de notre travail, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la culture en général. Tout à fait. Tous les métiers très passion, médiatiques, c'est malheureux, hein, mais bon... L'absence aussi, je suis en train de le lire là, c'est devant mes yeux, il n'y a pas de convention collective dans le secteur du jeu vidéo, ça n'existe pas. En fait, ça n'existe pas entre parenthèses, le jeu vidéo est soumis à la convention Syntec. Je suis vraiment pas calé en droit de travail, je vais pas en dire plus que ça. En description, si voilà, vous super, parce que c'est pas moi qui va être la mieux calée pour en parler, c'est clair. Pour leur refaire coucou, c'est aussi qu'on les travailleuses en avaient peut-être un peu marre de ne pas être représentées par soi-même, mais par leur patron. Voilà. Au niveau des mobilisations, en fait, c'est un peu délicat à historiquement donner. Pas parce que on n'en a pas fait beaucoup, parce qu'en fait, on en fait beaucoup qui ne sont pas forcément portés par nous-mêmes. C'est-à-dire ça aussi, je pense que c'est un point qu'on abordera peut-être plus tard, mais... on a beaucoup à cœur de participer aux mobilisations sociales, point. Sociales, quoi. Pas uniquement celles qui seraient syndicales ou liées au secteur du travail, comme je vais citer personne pour pas me faire d'ennemis, mais c'est compréhensible aussi quand on est une grosse fédération, on n'a peut-être pas envie de s'éparpiller et pas de faire peur, mais je sais pas vraiment comment dire ça proprement, mais peut-être il y a plus de risques, on va dire, de se dire ah oui, si on envoie notre syndicat à telle manif ou à telle manif, bon, ça peut créer une image parce que voilà, machin, bon, bref. Oui, je comprends. Du coup, vous avez à cœur de porter d'autres luttes, ou en tout cas d'en rejoindre d'autres, et de rejoindre d'autres mouvements, et de parler peut-être d'autres sujets que uniquement la lutte des classes dans le travail. Et voilà. De toute façon, ça se recoupe. Hein. Je veux dire, on peut pas se dire qu'on va créer un lieu de travail safe ou une industrie de travail safe si on se concentre uniquement sur le droit du travail et sur le fait qu'on va avoir des bons salaires, qu'on va avoir des retraites, qu'on va avoir nos 35 heures respectées. Parce que t'as pas un lieu de travail safe, si, c'est clair, ok, cool, j'ai mes 35 heures par semaine, mais dès que je viens au boulot, mon boss, il me mate le boule. Enfin, c'est où on a la RH qui va refuser de signer des personnes parce qu'elles sont racisées. Enfin, je veux dire, toutes ces choses-là, ça va ensemble, en fait. Et justement, c'était l'objet de ma prochaine question, c'est que j'ai le sentiment, quand je vois votre com, que je suis vos actions, que vous avez des représentations et des outils peut-être plus intersectionnels, en tout cas au premier abord, c'est ce que je ressens, que d'autres syndicats. C'est vrai que c'est une question qui remonte beaucoup quand les gens parlent de syndicats, le fait que, pour celles qui ne sont pas au courant, c'est quelque chose qui se dit beaucoup, que les syndicats, ça reste quand même beaucoup porté par des hommes, des personnes blanches, cis, etc., etc. Et que du coup, au final, les luttes intersectionnelles sont très peu représentées en leur sein, et que c'est beaucoup class first, on va parler de lutte des classes, etc. Alors c'est très caricatural, c'est pas vrai, c'est pas uniquement vrai, c'est pas la seule vérité, je veux dire. Mais en tout cas, c'est le cas et c'est quelque chose qui existe. Moi, c'est la question que je vais vous poser, c'est est-ce que c'est une question importante pour vous
Est-ce que vous pensez que ça manque dans les structures de lutte que vous avez peut-être pu connaître auparavant? Et comment faites-vous, pardon, pour que la question soit plus présente au sein de vos mobilisations? Ouais, grave. En fait, je dirais que c'est pas une question qui est importante, c'est une question qui est inévitable. Elle devrait l'être pour toute personne qui se revendique de gauche et qui se revendique de faire des actions pour nos droits du travail. On peut pas avancer en se disant il y a une priorité, il n'y a pas de priorité, il y a énormément de priorités, si on veut le dire comme ça. Et on peut pas laisser abandonner des choses. Alors quand je dis choses, je cible pas des gens, hein, je veux dire en termes de des intitulés, c'est le mot que j'ai cherché. Tout avance ensemble et on peut pas se dire qu'on peut pas parler de la Palestine parce que nous en ce moment, bah là ce qui compte c'est que on a une loi qui fait que la TVA va devoir être payée par les freelances. Enfin, ouais, il y en a une qui va peut-être, il y a peut-être un truc qui, si vous êtes freelance, ça vous impacte dans votre vie là tout de suite. C'est pas ce qui signifie qu'il y a une priorité ou qu'on doit oublier ce qui se passe, quoi. Ouais, on fait un max d'intersectionnalité, je pense, mais en fait, sans vouloir le faire. Je pense pas que ce soit une recherche particulière. Je pense juste que c'est comme ça, et je pense que ça vient aussi de notre mode de fonctionnement interne, qui est certainement très aidé par le fait d'être un syndicat indépendant, qui suit un peu le courant, on va dire. Si vous faites vos petites études d'histoire et que vous regardez ce qu'était la CGT en 1920, vous verrez notamment je vais peut-être dire une bêtise, je me souviens plus de l'acronyme exact, mais c'était CGTU et CGT-SR, si je dis pas de bêtises. 1926-1930, la scission, où en fait cette partie de la CGT était le courant anarchiste, on va dire, et qui est un petit peu l'exemple de fonctionnement qui est utilisé, c'est-à-dire que on n'a pas de représentant de représentante là aujourd'hui. Je viens en tant que porte-parole par exemple, mais c'est une demande que j'ai faite qui a été acceptée par le groupe, et n'importe qui est adhérente du syndicat peut tout à fait, si elle a quelque chose où il veut aller participer ou quoi que ce soit, faire une demande, écrire un article, tout ça. Je ne sais pas si c'est un vrai terme linguistique, ce mode de fonctionnement, mais c'est très, on va dire, participatif, c'est-à-dire qu'on a... Il n'y a pas de hiérarchie, quoi. C'est très... je vais me tromper de sens. Horizontal ? Ouais. C'est bon, je me suis pas trompé de sens. Et ça fonctionne aussi du coup par commission. Alors peut-être que ça aussi, je crois qu'on en parlera peut-être plus tard, mais c'est-à-dire que les gens s'impliquent là où ils veulent s'impliquer. S'ils veulent faire de la communication publique, s'ils veulent faire de l'assistance du droit de travail, s'ils veulent faire... Trouvez vos exemples, parce qu'on en a beaucoup. S'ils veulent jouer à Final Fantasy XIV aussi, on a une com FF14, donc voilà. Et ça fait que en fait, quand les gens peuvent d'eux-mêmes participer là où ils veulent, l'intersectionnalité, elle se crée toute seule parce que il n'y a pas de tri, je sais pas comment dire. Personne n'est désigné à faire les choses. Les gens apportent leur lutte elles-mêmes qui ressentent le besoin de mener. Et du coup, on se rassemble tous autour de ça et ça se génère un petit peu tout seul, quoi. Oui, et tu penses que c'est ça qui permet du coup de faire entendre mieux la voix spécifique sur des luttes données, etc. Ouais. Et il y a aussi, on parlait des valeurs, en fait l'objectif du syndicat c'est de protéger et de donner les outils de protection à toutes les travailleuristes du JV. Et si on veut protéger tout le monde, ça veut dire tout le monde. Ça veut pas dire le mec cis blanc de 35 ans qui bosse en tant que programmeur et qui a des parents qui lui ont permis de se payer des écoles, quoi. Parce que déjà, je vais pas tacler non plus. Il y a peut-être beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans ma description, mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont extrêmement précaires dans le JV et qu'on ne pense pas. De la même manière, je pense que ça va te faire rigoler, qu'on dit que les personnes qui bossent dans le secteur de l'art, c'est que des personnes qui sont bourgeoises, parce qu'on a en tête Justin Bieber et comment elle s'appelle, Taylor Swift, alors que ça, c'est le 0,0000001% type de l'iceberg, et que à partir du tiers juste en dessous, les gens ont déjà à peine le SMIC. Donc... Oui, carrément. Mais c'est vrai que par contre, pour l'instant, l'art, en termes de travail et d'art rémunérateur, c'est réservé à des gens au moins de classe moyenne, parce que pour se permettre de ne pas être payé pendant des années, il faut une famille ou quelqu'un derrière, quoi. Mais justement, c'est quelque chose à combattre, et je pense qu'en combattant sur les droits du travail, on ouvre aussi à des personnes plus populaires qui n'ont pas des parents derrière ou quoi. Mais moi, je trouve que ce que tu dis, c'est hyper important, et je t'avoue que je suis un peu
toujours étonnée et frustrée de voir qu'on est encore autant à la ramasse, même au niveau des partis et des syndicats, voilà, sur ces questions, parce que on sait en plus, enfin c'est vérifié, il y a moult études là-dessus, que les personnes les plus précaires dans un secteur donné, c'est toujours les personnes racisées, les femmes, les personnes queer, les personnes en situation de handicap, etc., etc. Et que du coup, si on veut protéger les travailleuses, c'est à elles qu'on devrait s'adresser, même en premier lieu Ouais, peut-être. grave. Enfin, c'est elles qui sont dans les situations les plus précaires, quelles que soient les tranches, etc. Donc à un moment, voilà, Et bon. qui, en plus de ça, vont pas forcément avoir la place pour s'exprimer, pas par manque de volonté, hein, mais parce qu'on leur donne pas. Et parce que aussi, bah, je veux dire, pour reprendre le même type de personne que je citais il y a 3 minutes, quand une personne blanche, un mec blanc de 35 ans, voilà, va râler auprès de son patron, c'est une discussion. C'est, comment dire, c'est un débat, quoi, on va parler. Quand vous venez d'une minorité, ça peut très vite dégénérer en fait, vous allez vous faire virer, quoi. Enfin, parce que les biais d'oppression sont vachement plus forts et orientés vers vous. Donc, bah, il y a cette peur de donner l'argument final qui va vous pousser à la porte. Enfin, je veux dire, pour parler de ma situation personnelle, en tant que personne trans, si j'en parlais au boulot, je sais très bien que demain, j'ai plus de boulot. Ah ouais. Voilà. Bon, c'est une situation qui est un peu spéciale parce que, comment dire, l'entreprise mère est financée par un fonds d'investissement d'un pays qui ne reconnaît pas notre existence et exécute les personnes qui le sont. Donc il y a aussi un... Voilà, Ouais, trigger warning, j'aurais peut-être dû le dire avant, mais on met la double pression aux personnes qui subissent des oppressions de se dire, bah ouais, mais en fait, si vous voulez qu'on mène vos luttes, il faut le dire, ou faut la porter vous-même, mais en même temps, on fait rien pour vous protéger du risque que ça va mener de le faire. Je sais pas si c'est bien clair ce que je veux dire, ouais. mais voilà. Non, non, Donc, c'est- et je crois qu'attends, tu me demandais aussi comment rendre ces questions d'intersectionnalité plus présentes dans les luttes. Bah, c'est une bonne question. Euh, c'est une très bonne question. Une question auquel j'ai pas spécialement la réponse, déjà parce que enfin, j'ai pas les yeux ailleurs qu'au syndicat, donc je sais pas à quel point c'est moins bien, on va dire. Non pas qu'on soit non plus au top, hein, mais voilà, enfin, l'essentiel, je pense, c'est aussi d'arrêter de faire, sur le spectre large de la politique, hein, mais de faire du, entre gros guillemets, est-ce que vous condamnez les violences, quoi. Ouais, tu sais que, par exemple, quand une organisation va dire, par exemple, soutien à la Palestine, soutien à l'Ukraine, et qu'on va dire, ah, mais, oui, les mobilisations sociales sont importantes et tout ça, et qui vont vous montrer des vidéos d'une personne en train de cramer une poubelle et dire, mais vous condamnez pas les violences, c'est bizarre, non? Bah ouais, et bon, comme je dis, du coup, c'est vrai que c'est pas forcément entre nous, c'est plus la droite qui nous fait porter ce truc-là. Mais même entre nous, en fait, entre orgas de gauche, à un moment donné, il faudrait peut-être arrêter de chercher à être les primo-initiatrices et d'être OK avec le fait de rejoindre des trucs qui existent, en fait. Je vais pas citer de nom, mais il n'y a pas besoin. On vous en voudra pas si vous n'êtes pas à l'origine de quelque chose. Hein, personne, même si vous êtes la plus grosse organisation du monde, s'il y a quelque chose qui se lance et que vous trouvez que c'est cool et que vous vous dites, eh bah, ah, on aurait dû y penser, c'est pas grave. Peut-être vous auriez dû y penser. Mais plutôt que de vous dire, bah, du coup, on va le faire et entériner ce que les gens étaient en train de préparer, bah, soutenez ces gens-là. Et comme ça, en se soutenant tous mutuellement, ça devient vachement plus simple de porter le combat tous ensemble, quoi. Je me permets de rajouter, je pense que c'est aussi un truc d'écoute, enfin, et de réelle écoute. Je pense que c'est ouvrir ses oreilles et arrêter, par exemple, de lire juste des livres sur la lutte des classes écrits par des mecs blancs, ce qui est très bien et très important, mais aussi lire des grands et grandes penseuses antiracistes, queer, etc. Et je pense que c'est, voilà, hein, à partir du moment où on écoute, on prend mieux en compte aussi, quoi. Donc, si vous voulez du matos, vraiment qu'on parle de là, hein, j'ai quelques sources Ah, de bouquins carrément. intéressantes, je les donnerai peut-être plus tard, mais qui sont cool. Et aussi, vu qu'on parlait de ça, n'hésitez pas à vous taire aussi. Hein, je cible encore une fois un type de personne. On va croire que je les déteste, mais si vous n'êtes pas sûr de vous et que vous êtes dans une conversation et que vous entendez qu'on parle d'un sujet que vous vous sentez de défendre et que c'est pas le vôtre, n'hésitez pas à ne pas
rien dire. Des fois, c'est bien aussi, parce que le nombre de gars qui, genre, vont mansplain ce que c'est que le féminisme, la transidentité, alors qu'ils sont pas trans. C'est sympa dans l'idée, c'est cool de penser, mais je sais pas comment dire ça sans faire preuve d'agressivité, mais des fois, en fait, vous racontez des conneries, quoi. Voilà, faut pas hésiter que se mettre en recul, et c'est pas une preuve de faiblesse, hein. Enlevez-vous ça de la tête, hein. C'est pas parce qu'à un moment donné, on parle d'un sujet et que vous vous sentez purée, c'est un sujet important, il faudrait que j'en parle. Si vous savez pas, c'est vraiment bien aussi de juste attendre et de laisser la place aux personnes qui vont peut-être savoir ou être concernées. Non, mais c'est important de pouvoir s'entre-critiquer. Et je trouve pas que ce soit agressif. Je pense que c'est pour avancer dans un but commun de. Ouais, mais bon, c'est vrai que ça fait 4 fois que je lui envoie des bastos. On va croire que j'ai du ressentiment, de la misandrie, mais non, un petit peu, c'est tout. Du coup, juste pour finir là-dessus, tu disais que vous étiez déclaré comme syndicat indépendant. Est-ce que tu peux dire, encore une fois, pour les gens qui ne sont pas du tout dans ces sphères-là, ce que ça signifie, pourquoi vous avez fait ce choix et est-ce que vous comptez rester comme ça ? Alors, ce que ça signifie, c'est très simple, c'est que c'est juste un syndicat qui n'est pas confédéré des 4 grandes confédérations en France qui sont les... je sais plus le terme exact. Il est cool, il est cool parce qu'il montre à quel point c'est pas top, mais je l'ai oublié, qui sont quelque chose tiré de droit, c'est-à-dire que c'est ces groupes-là qu'on écoute d'office, ou qui ont le passe-droit, en gros, sur un peu tout le monde. Ouais, non, c'est un mot un peu technico-légal, machin, et en gros, ils sont 5, dont 4 ou 5, j'ai plus la liste en tête, mais c'est... tapez confédération syndicale sur Google et vous allez les voir très vite. Et en fait, tous les syndicats qui ne le sont pas ou qui sont pas membres de la confédération, parce que vous allez avoir par exemple CGT-machin qui vont pas être des syndicats confédérés parce que c'est pas la confédération, mais ils font partie de la confédération. Donc tous ceux qui ne sont pas de ça sont des syndicats qui sont indépendants. Il n'y en a pas énormément en France. Et ça signifie juste ça, en fait. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça ? C'est parce qu'on a un milieu qui est relativement spécifique et relativement varié en termes de corps de métier pour que ça ait du sens. En tout cas, c'est ce qu'on se dit. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, bon oui, on avait, comme je disais, le SNJV qui était spécifique aux jeux vidéo, mais c'était tout. Sinon, on avait en fait aussi, par exemple, Solidaire Info, parce que, et qui sont toujours là, et je leur fais coucou, parce que il y a beaucoup de métiers de l'informatique dans le jeu vidéo, mais pas que. Donc en fait, il y avait un peu ce truc de, ouais, du coup, la personne qui fait des artworks de jeux vidéo, est-ce qu'elle peut aller à Solidaire Info parce qu'elle fait pas de l'informatique, mais elle fait du jeu vidéo. Donc voilà. C'était aussi un petit peu par volonté de rester autonome, mais aussi parce que, pour redire un petit peu ce que je disais tantôt, c'est un secteur qui est jeune, un secteur qui souffre. Ah, c'était ça, l'inverse de bénéficier, souffre énormément de cette sorte de fausse relation familiale, patron, ami, machin, et qui fait que du coup, le syndicalisme, c'est vu d'un regard très mauvais. Alors, c'est vu d'un regard très mauvais en France en général. Il suffit de voir la réaction des gens quand vous parlez de grève, oh là là, les trains, voilà. Mais dans un secteur comme ça, c'est un mot qui fait peur. Quand on parle de la CGT dans un studio du jeu vidéo, c'est le mot interdit, c'est le S-word, quoi. Le syndicat, c'est vraiment le mot dont il ne faut pas prononcer. Et le fait d'être un syndicat indépendant, ça lisse un petit peu parce que c'est un nom qui n'est pas connu. Quand on parle de STJV, ça n'a pas le lien direct de se dire une personne qui ne sait pas que c'est un syndicat va se dire c'est quoi. Donc il y a pas ça enlève un petit peu de cette crainte syndicale. Alors dans ton entreprise, en fait. Ouais, c'est ça. Et ce qui est un peu drôle, c'est que je pense qu'on est peut-être parfois plus virulent dans nos propos que d'autres, mais on fait moins peur. Donc voilà. Mais ça fait moins peur, enfin surtout aux adhérentes qui arrivent en fait. Si ça fait peur au patron, tant mieux, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, ils sont un peu coucounés, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on leur met des œillères que le syndicalisme c'est pas nécessaire dans le jeu vidéo puisque c'est une superbe industrie qui fonctionne super bien et qui ne vire personne, n'est-ce pas ? Que ça n'existe pas, que de toute façon mais vous allez voir il n'y a pas de syndicat dans le jeu vidéo, salut. Quand on ne sait pas du tout ce que c'est le droit du travail ou le syndicalisme, quand on entend parler, enfin les gros mots qu'on connaît, qu'on voit à la télé, dans les médias, ça fait très peur. Et là ça permet un peu aussi de calmer un petit peu et de, pour revenir sur l'indépendance, de pas être pas en laisse, mais de ne pas avoir à répondre auprès d'un national qui va donner des directives de bon, il faut faire ça, il faut faire ci, et qui empêcherait totalement notre fonctionnement
comme il est maintenant, quoi. Et pour finir sur cette partie un peu présentation du STJV, est-ce que tu peux nous dire comment on peut rejoindre votre syndicat si on en a envie? Ouais, bah c'est pas difficile. À partir du moment où vous ne profitez pas de la force de travail d'autres, vous êtes bienvenu. Bon, c'est une manière jolie de dire patron, hein, voilà. Vous pouvez aller sur stjv.fr, il y aura toutes les infos nécessaires pour ça. Il existe aussi la page en version anglaise, et il y a un onglet qui doit être comment adhérer, je crois, sur le site. Il n'y a pas de prix d'adhésion, entre guillemets, enfin de coût d'adhésion. Il est plutôt libre, c'est-à-dire qu'on donne une indication qui est d'environ 1% de ses revenus. Pour les indépendantes, on considère que c'est 1% du CA net. Donnez pas 1% de votre brut parce que moi déjà qu'on vient de prendre 25%, on va peut-être pas en rajouter. Mais de toute façon, il n'y a pas de police, hein. Personne ne va vérifier si vous donnez ce que vous pouvez, qui vous met pas en galère, c'est plus ça le vrai truc. Et pour ce qui est des étudiants, étudiantes et des personnes en recherche d'emploi, c'est le fait que ce soit prix libre permet aussi d'avoir une adhésion à 0 pour ces personnes-là. Je fais aussi cette petite aparté, si vous êtes en galère au travail, que vous avez des soucis qui soient d'ordre juridique ou moral, et que vous n'êtes pas adhérente à aucun syndicat, venez quand même nous voir, on aide tout le monde. Il n'y a pas à être adhérent pour demander de l'aide. Si ça va pas, si vous êtes mal au travail, n'hésitez pas, restez pas dans votre coin, vous laissez pas faire par vos patrons, finissez pas en burn-out, si c'est pas déjà le cas. Il y a de quoi faire, voilà. C'est important de le rappeler, un syndicat, c'est autant pour se battre pour des gains du droit du travail au niveau national, on va dire, de façon, pour légiférer vraiment des nouveaux droits, mais c'est aussi une aide individuelle à des situations compliquées au travail, et du coup un apport juridique, etc. Ouais, tout à fait. Je parlais des commissions plus haut. On a une commission qui est littéralement dédiée à ça, qui s'appelle soutien juridique, qui sont des personnes qui s'y connaissent vachement mieux que moi en droit du travail, qui sont en lien avec des avocats, avocates, et qui débloquent des situations pour aider des gens qui sont vraiment en galère. Je pense que j'ai pas besoin de vous donner d'exemple de quel type de galère ça peut être, mais ça peut aller vraiment, vraiment loin, et qui permettent aussi d'aider financièrement quand c'est nécessaire, parce que quand vous êtes en galère avec vos patrons, et que ça va jusqu'au juridique, ils savent qu'ils ont une grande chance de gagner, parce que vous aurez certainement peut-être pas les moyens de vous payer même juste une personne pour vous défendre, et que sans ça, c'est très difficile de pouvoir gagner un procès, et que même si vous arrivez à gagner, le coût regardez les taux horaires d'un avocat et dites-vous qu'il vous en faut à peu près une 30aine d'heures au minimum, et vous faites le calcul. Bon, alors ils sont censés vous rembourser, blabla, mais bon, ça prend du temps, ça prend énormément de temps, une procédure judiciaire, ils vont vous mettre tous les bâtons dans la roue possible, donc voilà. C'est aussi pour ça, en fait, le prix d'adhésion, c'est pour ça qu'on paye une adhésion dans un syndicat. C'est pas juste pour le fonctionnement interne, c'est aussi en fait pour redistribuer des ressources quand c'est nécessaire, pour des gens qui se retrouvent à plus avoir de revenus à cause de situations comme ça, quand il y a besoin de casse de grève, quand il y a des impayés pour les freelances, quand on se retrouve avec un client qui décide au bout de 6 mois de boulot de plus payer vos factures. N'hésitez pas aussi, si vous nous croisez en manif, faites coucou, ça fait plaisir. On va passer à la deuxième partie. Moi, je voulais revoir avec toi un peu, redresser un petit portrait du secteur du jeu vidéo actuellement. Encore une fois, pour que les consommateuristes aussi puissent savoir un peu ce qui s'y passe. Donc, est-ce que tu pourrais nous vulgariser l'écosystème des structures d'emploi du jeu vidéo, nous dire qui sont les patrons, les patronnes, les clients-clientes, employeuses, etc. En fait, il y a, on va dire, deux gros schémas. Il y a les grosses boîtes, c'est les patrons qu'on imagine, c'est Ubisoft, c'est Microsoft, donc les grosses, comment on appelle ça, corporations. Et il y a aussi le secteur plus, entre guillemets, indépendant, qui vont être des patrons, patronnes, qui sont des primo-créateurs d'entreprise, pour qui c'est la première fois, qui du coup n'ont pas forcément la connaissance du milieu, et en fait pour certains même qui n'ont pas du tout la connaissance du milieu, qui sont juste des investisseuristes, en fait c'est très bête ce que je veux dire, parce qu'on vu que je parlais d'Ubisoft et ces grosses corporations qui littéralement étaient ce que Yves Guillemot a fait, c'est une personne qui a fait des études de marketing et qui s'est dit comment faire de l'argent, tiens, à ce truc là, ouais vas-y. Donc c'est un peu ça, qui profitent du coup en fait juste de réseaux et des fonds familiaux pour voilà. Donc on se retrouve avec des personnes qui ont
quasiment aucune expérience de gestion d'entreprise, qui ont aucune connaissance en droit de travail, et on en arrive avec des endroits un peu... voilà. L'argent, il provient... ça, je sais qu'on en reparlera plus tard, mais en fait, il y a une bonne partie du fric qui vient des éditeurs, des maisons d'édition, je sais pas, on n'appelle pas ça des maisons d'édition dans le jeu vidéo, mais au moins ça donne une idée, qui sont des porteurs de projets, on va dire, et qui vont un peu dans l'autre sens que dans d'autres milieux, c'est-à-dire que ils font pas d'appel de projet, c'est plutôt un studio va dire ah tiens, on a une idée de jeu vidéo, on veut faire ça, on a besoin de X millions d'euros pour le faire. On envoie un message à un éditeur, l'éditeur voit le projet, dit ok, oui, non, on donne l'argent, on donne pas l'argent. Et il y a, entre toutes petites parenthèses, le secteur public en France qui parfois donne un petit peu des fonds pour certains jeux par les bourses de création ou de... par exemple, il y a un exemple qui est assez parlant. Alors, il n'est pas en France du coup, mais en fait, c'est le bon exemple de pourquoi ça peut des fois être néfaste. Enfin, pourquoi c'est mal attribué plutôt. Il y a un jeu qui a été porté par Ubisoft qui a bénéficié d'une bourse publique de fonds au Québec de je sais plus combien de millions. Et c'était une catastrophe, une réelle catastrophe. Donc, catastrophe en termes de rendu de ce qu'ils ont fait. Mais pas à cause de, malheureusement, voilà, pas à cause des personnes qui ont bossé sur le jeu, à cause de la gestion du projet, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'argent, ils ont montré un projet, ils n'ont pas vraiment voulu l'organiser correctement, ils se sont juste dit, ah cool, des millions. Et voilà. Si vous avez la ref, vous voyez quel jeu je parle, sinon c'est pas très grave. Donc ouais, c'est du coup des studios plus ou moins gros et souvent privés. Oui, ouais. Souvent, en fait, les studios, je sais pas s'il existe des studios publics. On peut bénéficier de l'argent public avec les bourses, par exemple les bourses régionales, quand on fait des... Il y a plein de jeux super sympas comme ça, pas en Auvergne-Rhône-Alpes, grand salut Monsieur Vauquier, qui sont, par exemple, je sais qu'en Bretagne, ils ont des petits jeux en mode qui font parler de la région, et qui du coup bénéficient de bourses régionales pour monter le jeu et qui sont vraiment cool. Mais il n'y a pas, je pense pas, je veux pas dire que je suis sûr qu'il n'existe pas de studio public, ça m'étonnerait quand même. Mais en gros, la grosse distinction, c'est corporation, donc on va dire les très 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 grosses, celles qui ont des milliards de bénéfices et qui sont oppressives d'une certaine manière, qui est différente des tout petits studios qui sont portés par une personne qui a un peu de fric, qui a une idée, ou pas forcément, et qui veut s'enrichir, ouvre un studio, connaît rien au monde de l'entreprise ou du travail, et est aussi oppressive d'une autre manière. Ouais, en mode petite Startup Nation vibes. Exactement. En 2022, vous avez fait une enquête sur 332 participantes, et vous en avez tiré des chiffres qui peuvent nous donner une bonne idée du secteur, et certains chiffres m'ont particulièrement marqué, donc je voulais en discuter avec toi. D'abord, on pourrait parler de la formation. 61,4% des répondants et répondantes, donc qui sont professionnels dans le secteur, ont un bac plus 5 et plus. 4,6% ont un niveau bac. On voit qu'il faut du coup un fort niveau d'études pour travailler dans le secteur. 35% sont obligés de recourir à un prêt durant leurs études, car 50% des élèves passent par une école privée qui leur coûte en moyenne 25 000 euros. Ces chiffres, ainsi que votre enquête sur l'origine sociale des élèves, nous démontrent que la majorité d'entre elles viennent de classes moyennes, voire aisées. La reproduction sociale dans le secteur est donc très importante. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais. C'est clair que la reproduction sociale dans le milieu, elle est assez forte. Et c'est en partie lié au fait que ce sont des métiers qui sont relativement spé en termes spécialistes et spécialisés, qui demandent une certaine expertise technique, qui sont parfois très très pointues, mais pas pointues dans le sens où il faut un énorme niveau, pointues dans le sens où ça recoupe divers milieux techniques pour spécifiquement arriver à un détail. C'est-à-dire qu'une personne qui a fait des études d'informatique pour faire de la programmation, et juste de la programmation en général, va peut-être un petit peu galérer, parce que c'était pas de la progra orientée jeux vidéo. Et malheureusement, il y a, encore une fois, je vais pas dire ça n'existe pas, je veux dire je ne connais pas trop, de formations publiques qui proposent des formations directement liées pour le secteur de l'industrie du jeu vidéo. Ce qui existe, c'est quasiment que des écoles privées en fait, qui vous font des diplômes à 30 000 balles. Donc en fait, le entre guillemets tri est déjà fait là, parce qu'à partir du moment où on pourra accéder aux études qui permettent d'avoir la voie
royale, on va dire, pour bosser dans le secteur. Quand le prix d'entrée il est comme ça, on se retrouve dans la même situation que les États-Unis où pour arriver à la fac, il faut déjà faire un prêt, il faut déjà être endetté ou avoir des parents qui ont les thunes. Et toutes les personnes plus précaires, elles sont déjà mises de côté d'entrée de jeu. Donc voilà. C'est aussi, je vais encore faire une petite aparté sur ces stats-là, elles concernent beaucoup les métiers classiques du jeu vidéo, ceux qu'on a en tête, c'est-à-dire que ça exclut un petit peu le journalisme, ça exclut un petit peu les traductions, ça exclut l'audiovisuel. Bon, je vais pas citer tout le monde, sinon on en a pour des heures, mais ça concerne vachement plutôt tout ce qui va être game design, level design, programmatrice, tout ça. Qui sont aussi, c'est pas pour rien que c'est les métiers auxquels on pense en premier, hein, mais voilà. Donc ouais, il y a une très très forte reproduction sociale dans le milieu, quoi. Et c'est une chose qui est un peu naturelle qu'on se détourne du milieu parce que quand on n'a pas les thunes, et aussi parce que en fait, malgré tout ça, même si vous avez payé votre diplôme à 40 000 balles, vous n'avez aucune certitude d'arriver à avoir un emploi derrière. Pourquoi ? Parce que si vous suivez un peu les news et que vous voyez qu'en ce moment, les studios, ils virent beaucoup de personnes. C'est un peu plus la tendance que la tendance de recrutement en ce moment. On pourra peut-être parler des raisons un peu plus tard, mais bon, il faut vous dire que si vous vous lancez dans des études pour le jeu vidéo, vous allez payer très cher, et peut-être pour rien. Ouais, j'imagine que les technologies évoluent de ouf, enfin assez rapidement, Ouais. et que du coup tu peux assez vite devenir obsolète, je sais pas, je m'en rends pas compte. Je vais pas parler à la place des camarades, mais je sais pas à quel point il faut être vigilante sur l'avancée technique. Celle qui fait la plus peur, c'est celle qui fait plus peur à tout le monde, c'est l'IA. Ouais. Mais ça concerne vachement plus les artistes, malheureusement, les artistes traductrices, les personnes qu'on s'imagine pouvoir remplacer comme ça. Carrément. Mais tant mieux si ça touche moins certains... je peux pas dire si ça touche moins. Je peux dire je ne sais pas. Ok, carrément. Et du coup, comment vous pensez qu'on pourrait rendre la professionnalisation dans le secteur plus accessible ? En fait, il faudrait des branches publiques qui permettent de pas avoir, pas s'emprisonner dans le système nord-américain de endette-toi à vie juste pour faire un an d'études. Déjà, ce serait une chose. L'attribution de bourses d'études aussi. Parce qu'en fait, c'est toujours un petit peu la délicatesse, c'est que techniquement, vous pouvez avoir des bourses d'études pour ces écoles-là. Mais comme c'est des écoles privées, c'est déjà un chemin un peu tortueux. Et en plus de ça, l'argument que va vous retourner le Crous, par exemple, c'est pourquoi est-ce qu'on vous filera une bourse d'études si vous n'avez pas les moyens et que vous avez besoin d'une bourse d'études, pourquoi faire une école à 30 000 ? Aussi, un truc qui se fait assez peu, c'est les contrats, comment on appelle ça, d'alternance, qui permettent de à la fois bosser et faire les études. Je dis que ça se fait peu, peut-être que ça se fait plus maintenant, parce que moi c'était un petit moment quand même, mes études maintenant. Mais c'est, mine de rien, il est un peu à double tranchant, malheureusement, ce type de contrat d'études, parce que il est bien dans le sens où ça permet à des personnes qui n'auraient jamais les moyens de se faire des écoles, de le faire, parce que c'est la boîte qui vous paye vos études. Et du coup, vous pouvez à la fois étudier théoriquement ce qu'on voit aux écoles, et en plus être un petit peu dans le milieu de l'entreprise, voir comment ça fonctionne et tout. L'autre côté qui est très négatif, c'est que ces trucs-là, ils créent de la main-d'œuvre gratuite à exploiter à max pour les boîtes. Il y a beaucoup de boîtes qui profitent des contrats d'apprentissage et des contrats d'alternance pour vous faire bosser sur du 35 heures comme si vous étiez en CDI, en oubliant concrètement que vous avez vos études à côté, et qui en plus se disent « Ah cool, j'ai pas besoin de payer, j'ai juste besoin de payer l'école, quoi. » Donc voilà. Autre chiffre marquant, 72% des travailleuses s'identifient comme des hommes cis, 23% comme des femmes cis et 5% comme des personnes non binaires. On a souvent l'impression que les jeux vidéo sont consommés en majorité par des hommes, ces derniers étant surreprésentés sur les forums, sur les streams, sur les compétitions mainstream qu'on peut voir. Comment le sexisme s'exprime-t-il dans le secteur et quel regard vous portez en tant que syndicat dessus ? Celui qui existe dans l'industrie du jeu vidéo, c'est celui qui existe dans la société tout court, en fait. C'est la même oppression qu'on retrouvera dans la vie courante, malheureusement. Il est peut-être un peu spé dans le sens où... faut que j'arrête de faire des acronymes spécifiques, dans le sens où le jeu vidéo, c'est aussi une industrie qui est un peu une industrie du net. C'est-à-dire que autant... le cinéma aussi, je vais pas rendre exemple. On va dire, par exemple, la production automobile...
pas la culture de l'internet, je sais pas comment dire, les gens qui sont sur internet ne sont pas forcément des gens qui ont la production automobile en tête, alors que les gens qui sont sur internet, globalement, pas tous, le jeu vidéo c'est un peu aussi dans leur champ de truc, quoi, ou au moins dans leur champ de vision. Donc en fait ça fait qu'il y a des interactions quasi directes entre consommateuristes, producteuristes, et qui fait qu'on s'en prend plein la gueule aussi directement, quoi. L'autre manière, c'est qu'aussi, et ça je pense que les personnes de studio d'animation vont peut-être aussi relate un peu, c'est qu'on fait des personnages fictifs. Quand on fait des personnages fictifs, on peut, en théorie, assouvir n'importe quel fantasme qu'on a en tête. Et comme les personnes qui sont derrière ces décisions, dans la majeure partie du temps, ce sont des hommes cis, leur fantasme, c'est des petites meufs à poil avec des énormes ins. Donc on demande de créer des personnages comme ça. Et parfois, on peut se retrouver dans une situation où, en tant que femme, on doit créer un personnage comme ça, très cliché, très sexualisé, et y être exposé. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais Moi, je suis contente que tu parles de ça parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et moi, dès que je vois des potes jouer à des jeux vidéo, ça me rend folle. Genre, je suis juste en mode comment tu peux être guerrière en soutif. Enfin, tout à fait, hein. c'est pas viable. Et moi, je sais que je suis dégoûtée des fois de jouer à des jeux à cause de cette question-là, tu vois. Ouais, c'est des choses. Ah, moi, je c'est un peu l'aspect spécifique de la création fictive, en plus d'être soumise à l'oppression systémique patriarcale, en plus de ça, il te force à aussi l'exprimer directement devant ta figure. Donc c'est pas ouf, hein. Ce qui est pas ouf non plus, et ça c'est un secteur qui me concerne, c'est dans l'e-sport. C'est-à-dire que dans l'e-sport, on a envie de faire de la ségrégation basée sur le sexe. C'est super génial comme dans le sport, pour une raison. Attends, quoi? C'est Séparé, ouais, c'est-à-dire qu'on va faire la compétition hommes, les compétitions femmes. Il y a vraiment des compétitions Bien e-sport entendu. hommes et femmes? Attends, mais j'en savais rien, ça. En fait, comment dire, ça va jamais être exprimé comme ça, parce en fait, c'est juste qu'on part du principe que les femmes ne jouent pas aux jeux vidéo, donc pourquoi est-ce qu'il y aurait ne serait-ce que l'idée de faire des compétitions pour les femmes? C'est juste que les équipes sont composées à 100%. Enfin, je disais, là maintenant ça doit être l'heure. Si vous mettez, comme je disais sur Twitch, que vous tapez Counter-Strike, toutes les équipes que vous allez voir jouer, ce sont des équipes masculines. Maintenant, depuis quelques années, justement, il y a des compétitions ouvertes pour les femmes, ou en tout cas axées pour les femmes, ou les personnes en minorité de genre. Mais c'est aussi... En fait, encore une fois, je parlais de double tranchant, mais ça aussi, c'en est un énorme. Parce que, certes, du coup, maintenant, on a un tapis où ces personnes peuvent jouer. Qui avant, elles auraient juste été exclues par le fait d'exister et le fait que vous jouez pas aux jeux vidéo et vous savez pas jouer. Mais maintenant, en fait, ce qui est assez dramatique, c'est que ces endroits-là, et dans le sport aussi, on appelle ça souvent les équipes académies. Dans le sens, on a besoin de leur apprendre. Là, je pense à, par exemple, pour le coup, là, c'est du sport. En Formule 1, la F1 Academy, c'est la branche entre guillemets féminine de la Formule 1. Bon, elle roule même pas, enfin bref, peu importe. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que il y a des compétitions, par exemple dans Counter-Strike, il y a Impact, dans Valorant, je sais plus comment il s'appelle le circuit. Du coup, c'est un peu des compétitions. Mais c'est juste à part. Ok. En fait. Et c'est que pour les personnes pas hommes cis, du coup, ces compétitions-là. Je sais pas sur quels critères se base, parce que je pense pas qu'ils soient non plus très trans-inclusifs, hein. Mais bon, en fait, je dis ça, en fait, il y a quand même des meufs trans que je connais qui sont dans des équipes, donc voilà, mais par contre, j'avoue que de l'exemple de mecs trans qui sont dans des équipes masculines, ça, là, pour le coup, je sèche. Si vous en connaissez, n'hésitez pas. Mais du coup, si j'ai bien compris, c'est pas des compétitions qui sont affichées, interdites aux femmes et minorités de genre. Ouais. Par si on contre, part du principe qu'elles n'ont pas le niveau. Elles ne sont pas là, quoi. Ouais. Elles ne seront... Enfin, voilà, ça n'existe pas. Si vous regardez... Bon, maintenant, comme je dis, depuis 2018-19, ils se sont dit, ah tiens, c'est bizarre. Donc, on va faire des compétitions pour... vous remontez il y a 10 ans, vous cherchez tapez n'importe quel jeu vidéo que vous connaissez que c'est de l'e-sport, vous regardez les compétitions, il n'y a pas une seule équipe féminine. Ouais, c'est chaud. Il peut y avoir des exemples, par exemple, je peux citer Scarlett, qui était une joueuse professionnelle de StarCraft 2, j'ai dit était parce que je crois qu'elle joue plus, mais peut-être que je me trompe, et ça date d'il y a 10-15 ans, ça aussi. Mais pourquoi ? Parce que, bon, c'est un peu particulier dans le sens où StarCraft 2, c'est un jeu solo, c'est-à-dire que, bon, vous n'avez pas besoin d'équipe. Si on prend juste la bulle sport d'équipe,
Là, on en devient... Voilà. Oui, du coup, pour se sentir légitime, pour atteindre ces sphères-là, il y a un monde. Et en plus, quand ces personnes-là atteignent, du coup, finalement, ce monde-là, souvent, c'est au prix de Ah harcèlement, oui. de... Et Enfin, ça moi, je s'arrête voyais pas. ça sur les streameuses parce que c'est Ouais. un milieu que je connais plus, mais Ouais, grave. c'est un enfer, quoi. Bah, en fait, ça s'arrête pas. C'est même pire quand on y accède parce que, bah, LOL, c'est qui elle, pourquoi elle joue. Je intentionnellement censure beaucoup de mots qui auraient dû être ajoutés dans cette phrase. Je pense que vous pouvez imaginer. Il y a aussi, bah, en fait, pour arriver à là, il faut s'entraîner. C'est normal, j'ai envie de dire. Quand on va accéder à un niveau compétitif, bah, il faut s'entraîner. Ce que ça veut dire bah, jouer en ligne avec d'autres gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez votre micro ouvert et que vous parlez et que vous avez une voix un peu féminine, ou que vous faites le malheur de vous référencer en tant que femme, mais vous faites insulter directement, instantanément. Donc comment vous voulez pouvoir vous entraîner dans des bonnes conditions, ou même avoir envie de le faire, si dès que vous lancez votre jeu, on vous insulte, juste par le fait d'exister. Si vous voulez devenir streameuse, dès que vous... Bah, je vais prendre et lui envoyer beaucoup de soutien à Ultia, parce qu'elle s'en prend plein la gueule depuis je sais pas combien d'années, c'est horrible. Mais dès que vous dites... Dès que vous dites quelque chose, déjà vous aurez, peu importe ce que vous allez dire, hein, vous aurez tort. Voilà, partez du principe, hein, vous dites que le ciel est bleu, on vous dira que le ciel est rouge. Hein. Donc voilà. Et ça va aller en menace de mort, en menace de viol, enfin voilà. Juste parce que vous avez dit bonjour. Vous avez eu le malheur d'exister en tant que femme sur Internet. Et si je voulais faire ça, il faudrait que je cite toutes les meufs qui sont sur Twitch ou ailleurs pour leur envoyer du soutien, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de secouer le cocotier pour s'en prendre plein la gueule. Il suffit d'exister. Donc, bah, force à vous toutes, hein, voilà. Bah, comment tu penses qu'on pourrait faire en sorte d'avoir une meilleure inclusion pour les femmes et les personnes minorités de genre dans l'industrie en général, donc au travail, mais aussi dans ces instances-là? Est-ce qu'il y a, par exemple, des structures qui sont mises en place pour pouvoir jouer de façon un peu plus... j'aime pas du tout ce mot, mais pour pouvoir jouer de façon un peu plus safe et en tout cas ne pas se faire harceler? Est-ce qu'il y a des modos spéciales, des choses comme ça qui pourraient être imaginées? Tu te demandes s'il y a des modérations sur les jeux vidéo pour aider? Officiellement, pas du tout. Les jeux vont vous faire ce gros discours bien pinkwash de vous dire mais si, c'est safe de jouer chez nous, regardez, on prend des mesures et tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça n'existe pas. En fait, ça existe entre nous. Mais c'est pas, il n'y a rien d'officiel, il y a pas, enfin, pas que je connaisse en tout cas. Ça peut être des organismes officiels qui proposent, je sais pas, par exemple, peut-être que vos centres LGBTQI dans vos villes proposent des groupes de jeux, mais c'est pas... Ah, en mode tu peux te faire un serveur avec eux. C'est ça, ouais, Ok. et jouer ensemble, mais... par exemple, moi je suis dans une équipe de sport auto en simulation qui s'appelle Prismatic Motorsport et qui est une équipe de personnes trans globalement, mais c'est nous qui l'avons, enfin je dis nous, pas moi, hein, mais c'est les personnes concernées qui l'ont fait. Ça c'est pas quelque chose d'officiel, c'est pas quelque chose qui a été mis en place pour essayer de calmer ou de modérer. De toute façon, essayez une fois. Même si vous êtes un mec cis, faites-vous un compte sur un jeu vidéo en ligne avec un pseudo féminin ou quelque chose qui fait allusion au fait que vous pourriez être une personne, une femme, ou en minorité de genre. Vous essayez, vous lancez une partie, vous vous faites insulter et vous signalez la personne. Et vous comptez le nombre d'heures avant que la personne se prenne avant que vous ayez un retour qui vous dit que la personne a eu une sanction. Et bah, vous n'allez pas finir de compter. Parce que ça n'arrivera pas. Donc, à moins que la personne... je sais pas, et fait l'erreur d'utiliser un ban word en vous insultant, mais ce sera pas du coup du fait de vous être fait insulter. Et après, bah, pour ce qui est parce que là on parle du jeu vidéo en tant que produit, pour ce qui est de l'industrie, bah, les solutions pour avoir une meilleure inclusion, c'est la même solution que dans n'importe quelle industrie. Il faudrait que les embauches et les prises de décision ne soient pas prises par uniquement des panels d'hommes cis. Il faudrait qu'on donne la voix aux personnes minoritaires, personnes racisées. C'est vrai qu'il y a un peu ce truc dans le jeu vidéo, en fait, dans la production de jeux vidéo, hein, je sais pas dire si c'est mieux qu'ailleurs en termes de représentation, mais en fait c'est vrai que comme on a un secteur dans lequel le télétravail c'est pas nouveau, c'est pas arrivé au Covid quoi, de faire du télétravail, ça a toujours, parce qu'en fait de base il y a aussi beaucoup de gens qui créent des jeux vidéo seuls chez soi, donc il y a un peu de ça. Donc c'est aussi plus facile de rester safe sans forcément s'out. Et du coup,
de pouvoir bosser dans un secteur qui théoriquement opprimerait, mais qui par manque de connaissances, enfin, par le fait de ne pas savoir, ne vont pas le faire. Bon, je vous dis pas de pas vous assumer au boulot, mais Oui, ça te permet ce, d'avoir ce- le ce choix. petit truc-là, bah, c'est ce que je fais moi Ouais. individuellement, hein, permet d'avoir un travail et de rester safe. Donc il y a un peu ce voilà, mais sinon, bah, c'est exactement les mêmes fonctionnements pinkwash qu'on peut retrouver dans n'importe quelle boîte de n'importe quel secteur. C'est un problème qui est sociétal, c'est pas un problème industriel. Enfin, je suis navré, hein, ça répond pas vraiment à la question. Et justement, c'est le moment des refs. Est-ce que tu aurais des initiatives, assos, collectifs, structures ou streameuses qui, enfin, que tu voudrais nous partager, qui sont plus calées sur ces questions? Voilà, je vais parler individuellement, je vais enlever ma casquette syndicaliste parce que bah, en fait, je sais pas au niveau orga, structure, machin. Par contre, je connais des créatrices de contenu qui parlent de ces sujets-là qui sont vachement cool. Bah, j'ai cité Nathalie. Pause encore, c'est Remavis du futur qui s'adresse à vous. Je tenais à reprendre ce passage-là parce que en fait, bah, quelques jours slash semaines après l'enregistrement, on a appris que parmi les personnes que j'ai nommées, certaines d'entre elles étaient sous le coup de dénonciation de VSS. Et c'était assez important pour moi de ne pas citer de noms de personnes qui sont accusées de violence et de harcèlement. Du coup, je tenais à refaire cette prise et à renommer d'autres créatrices que je sais safe, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, et que j'espère que c'est le cas. Par ordre de longueur de contenu, je vais citer H en premier, qui fait des super vidéos sur YouTube et qui stream aussi sur Twitch, que vous pourrez retrouver sur YouTube, sur sa chaîne qui est H, A-C-H-E, et H underscore, je crois, sur Twitch. Alors, underscore écrit en entier en lettres, pas underscore comme tiré 8 ou tiré bas, hein, voilà. Elle parle notamment de l'industrie du jeu vidéo, et parce que il travaille encore, je crois, je sais plus. Je sais qu'en tout cas, il y a travaillé. Et elle apporte beaucoup sa vision sur certains sujets actuels. Elle parle aussi de beaucoup de sujets politiques hyper intéressants et hyper pointus, mais qu'elle explique super bien, qui sont hyper faciles à comprendre et digérer par ses mots. Par contre, ça reste des vidéos qui sont plutôt sous le coup de plusieurs heures et qui peuvent parfois être un peu difficiles à regarder d'un point de vue émotionnel. Ça atteint pas mal, donc bon, mais c'est hyper important le travail qu'elle fait et il est vraiment cool. D'un point de vue live, mais aussi certaines émissions, parce que je crois qu'elle fait sur Blast, il y a Maudie qui est prof à la fac de sociaux, si je dis pas de bêtises, ou qui était prof de sociaux. Encore une fois, je suis hyper à jour sur ce que font les personnes que je cite, mais voilà. Euh, et qui est aussi très plongée dans les actualités politiques, ou en tout cas, enfin pas très plongée dedans, mais qui en parle beaucoup et qui les décortique. Et qui fait aussi beaucoup de jeux vidéo, puisque c'est une streameuse qui joue aux jeux vidéo. Et voilà, et c'est très très cool. Il y a en format vachement plus resserré, par resserré j'entends format type short ou TikTok, Queen Nipple qui fait beaucoup de contenu short du coup, et basé autour de la politique et de l'univers des jeux vidéo. Euh, et voilà, je pense que c'était toutes les créatrices de contenu que je souhaitais présenter, enfin pas présenter mais en tout cas nommer. Et du coup, je vous laisse retourner une nouvelle fois, et la dernière j'espère, avec Louis et Mavis du passé. Bye bye, profitez bien. Et sinon, en vrai, si je connais des assos collectifs qui peuvent aider à ça, si vous êtes dans des grandes villes, n'hésitez pas à aller voir vos centres LGBTQIA+, euh, ne serait-ce que pour vous personnellement si vous en avez besoin. Et ils auront très certainement des contacts avec des personnes locales qui pourront peut-être mieux connaître ces questions-là. Voilà. Je voudrais revenir un peu sur des questions de statut aussi. On en a déjà un peu parlé, mais est-ce que tu pourrais nous dire en gros à peu près quels statuts de travail sont représentés dans le jeu vidéo, donc salariés, freelance, etc. Et à peu près sous combien de pourcentage? Le pourcentage, je le connaîtrais pas. Par contre, en fait, on retrouve tous les contrats qui permettent de maximiser l'oppression et l'exploitation.
Vous allez le trouver. Il y a des personnes qui vont être en CDI, mais vous avez un nombre assez incroyable de stagiaires, de CDD, de stages reconduits en CDD, de CDD reconduits en CDD, de CDD reconduits en CDD. Et pour celles qui ne le savent pas, ceci est une pratique illégale. Voilà. Et aussi énormément de freelance, de statut d'indépendant. Parce que, en fait, c'est très simple, c'est le contrat de précarité par excellence, en fait. La boîte, elle a juste à vous payer une facture que vous faites, et c'est tout. Il n'y a pas de charge, il n'y a rien à leur coût. Il y a énormément de propositions. Enfin, je connais beaucoup de personnes où on leur fait la proposition à la fin de leur CDD. Ah, c'est dur, je sais pas, la RH, ils répondent pas, le siège, il répond pas pour le CDI, on peut pas vraiment te faire un contrat, mais est-ce que ça te dit en attendant, on te fait un petit contrat de freelance et on voit. Et on voit, ça se termine et tu bosseras comme ça toute ta vie. Avec nous en tout cas. Donc ouais, c'est... Et d'après votre étude, ce serait 40,5% des travailleuses qui seraient, je cite, forcées de travailler en freelance, entraînant une situation précaire, comme tu dis. Oui, c'est vrai que si j'avais lu mes notes, plutôt que de dire que je savais pas, ça y était, mais... Ah non, t'inquiète. Mais du coup, c'est intéressant et de montrer aussi que les pertes en termes de sécurité d'emploi sont énormes. Ouais, c'est clair. En fait, quand vous êtes en freelance, c'est très simple. Tous les droits, qu'ils soient sociaux ou autres du travail, ils disparaissent pour vous. Parce que vous êtes du coup affilié. Pardon ? Un plaisir. Voilà, ouais. Parce que vous êtes affilié aux caisses de l'URSSAF et au truc de... Enfin, pas des caisses, mais au statut de l'URSSAF. Et donc vous êtes censé bénéficier de ce qui vient avec, c'est-à-dire rien, enfin pas grand-chose. Et en fait, c'est vraiment, enfin je le disais et je le redis, c'est le contrat de précarité par excellence. C'est que, en plus d'être éventuellement mal payé, enfin même si vous avez l'impression que vous faites des factures à gros chiffres, ou votre client, parce que c'est plus votre patron, c'est votre client, théoriquement, décide, j'ai plus besoin de vous. Il n'y a pas de je t'ai renvoyé, il y a je refuse ta facture ou je te demande plus de prestations. Vous pouvez vous dire non mais moi j'ai l'impression d'être en sécurité parce que je sais qu'ils vont me re-signer. Mais en fait ce ne sont que des accords tacites, ce ne sont que des accords oraux en général entre vous et la personne qui gère le studio qui va vous dire non mais oui on a besoin de toi, t'inquiète pas et tout, on va jamais cesser machin. Mais en fait comme n'importe quel engagement, il y a rien de tangible. La personne peut tout à fait vous dire mais oui bien sûr, le lendemain silence radio. Voilà. Et la quantité de personnes qui se retrouvent en situation de salariat déguisé, ce qu'on appelle un salariat déguisé, c'est-à-dire qu'en fait, en France, si vous bossez pour un seul client et que vous faites... je crois qu'il y a même aussi une partie du chiffre d'affaires, même si c'est plusieurs clients, il y a un quota à partir duquel on considère que le client majoritaire est trop important. C'est ça, ouais. Alors là, si vous voulez, m'attendez. Bon, j'irai peut-être le chercher plus tard, mais on a fait une petite tier list des red flags du freelance avec... Vraiment toutes les... Donc ouais, il y a les horaires imposés, les types de prestations, le fait d'être 35 heures dans un local. Vous êtes freelance, mais vous devez aller travailler au bureau, j'imagine. Bref, et c'est illégal, ça en France, je le répète, le salariat déguisé est illégal. Et ça vous met, vous, dans la merde si un jour, l'inspection du travail se dit « Tiens, c'est bizarre, cette personne est en auto-entreprise, elle se fait un chiffre de X milliers. Étonnant, on va aller voir. » Vous avez une inspection, et là on regarde sur vos factures, vous avez qu'un client, et en fait, ça va mettre certes la boîte dans l'embarras, mais en gros ils vont dire « oups, on savait pas, il nous l'a pas dit, on arrête le contrat. » Vous perdez votre taf. La boîte, elle va peut-être payer une pénalité de quelques milliers d'euros. Vis-à-vis des charges qu'ils n'ont pas payées sur le temps que vous avez bossé en freelance, ils sont bénéficiaires dessus. Et voilà. Donc... Mais je dirais quand même, si vous avez l'énergie de le faire et que vous avez été poussé au salariat déguisé, moi j'ai des proches qui sont en train de faire des procédures, merci. Là-dessus, vous pouvez recourir au prud'homme Tout à fait, ouais. N'hésitez pas du coup à vous faire aussi appuyer par des syndicats qui sont là pour vous aider, pour vous défendre parce que vous n'êtes pas... vous êtes souvent les victimes et vous n'êtes pas les personnes problématiques dans ces situations-là. Et je sais que quand tu es en salariat déguisé, par exemple mes proches qui ont fait ces procédures, vous ne serez pas mis vous en porte-à-faux, ce sera l'entreprise qui le sera parce que c'est eux qui sont décisionnaires de ça. Oui, non, tout à fait. Quand je disais que c'est la personne en freelance qui va être,
dans l'embarras. Je dis pas légalement non, heureusement, manquerait plus que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, ce que ça veut vous dire, c'est qu'en fait le contrat il est rompu et qu'il n'est pas forcément, il est censé normalement, si vous bossez pour une boîte française et que ça fait je sais plus combien de mois que vous êtes dans cette situation-là, ils sont obligés de vous faire un CDI équivalent. Ouais. Ok. Dans les faits, ça c'est la théorie. Dans les faits, ce qui se passe souvent, c'est que vous perdez votre client principal, donc vous perdez votre boulot, et la boîte paye une pénalité, et ça s'arrête là. Oui, carrément, ouais, t'as raison. Et justement, sur cette instabilité-là, j'ai l'impression, après, tu me dis, voilà, n'hésite pas à me dire si je me trompe, que dans votre secteur, à l'instar du film d'animation, fonctionne beaucoup, comme tu disais, sous gros contrats avec des licences. Et du coup, si tu es en freelance et que tu as des contrats avec des licences, tu te retrouves vite avec un emploi hyper instable et par vague. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses? C'est oui et non. En fait, il y a beaucoup de liens parce que en fait, il y a aussi des animateuristes qui bossent dans le jeu vidéo. Mais l'animation en termes de studios en France, c'est environ 400, entre 3 et 400 studios, chiffre de 2021, qui sont commissionnés en fait directement. Donc dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est les maisons d'édition qui commissionnent les studios d'animation pour faire des projets. Tandis que dans le jeu vidéo, on compte environ 8 à 900 entreprises en France. Alors certes, il y a des grosses entreprises dedans, on va citer Ubisoft, Microsoft, machin, mais aussi des studios indépendants qui créent de leur initiative, pas forcément qui sont pas commissionnés. Ah oui, ok. Donc c'est plutôt les studios qui demandent l'argent pour faire le projet. Au final, on revient sur le même lien que les personnes qui ont l'argent, c'est pas toi, c'est eux qui décident si oui ou non ils veulent le projet. Dans un sens, est-ce qu'il y aura une différence entre le fait de dire hey, j'ai cette idée, est-ce que vous voulez le financer, ou dire bon, on vous donne X euros pour faire notre projet, est-ce qu'il y a une vraie différence? Bon, voilà, on peut essayer de la doser, mais ouais, il y a un peu cette différence parce qu'en plus, le poids du jeu indépendant, il est un peu difficile à négliger parce qu'il y a un peu, c'est un peu un truc du jeu vidéo, il y a cette plus-value du jeu indépendant. Je sais pas vraiment comment appeler ça. Il y a des gens qui adorent jouer uniquement à des jeux indépendants, les petits jeux, les petits voilà. Et alors bon, ça existe aussi dans le ciné, dans le sens où il y a des gens qui vont au ciné pour regarder que les films un peu underground et machin, mais ouais, il y a un peu cet engouement de l'indépendance. Donc est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Moi, je pense que ça se ressemble quand même pas mal, ouais, surtout au niveau des vagues projectuelles, je sais pas si c'est à ce point-là identifiable parce que en fait, je sais pas comment fonctionne le cinéma d'animation. Oui, moi je partais d'un pote, lui il est au Canada et qui était employé pour faire de l'animation là-bas et qui du coup a perdu carrément son CDI parce que la boîte a fermé parce que pour Oui, deux ok. contrats qui n'ont pas été signés, tu vois. De ce point de vue-là, Ouais. tout pareil. C'est surtout en ce moment. Ouais. En fait, c'est un problème qui a. Je sais pas si. On va peut-être en parler un peu plus tard. Vas-y, Mais, avec plaisir. mais c'est que le gros problème qu'il y a eu, c'est le contre-coup du Covid. Parce que pendant le Covid, en fait, la croissance, comme ils aiment bien dire, des bénéfices du jeu vidéo, ça a explosé. Mais énormément. Et ça, tout le monde le sait que c'est un effet de bulle. Tout le monde le sait que c'était parce que c'était l'une des rares industries qui pouvait continuer à fonctionner presque à l'identique d'avant. Et que les gens qui subissaient les mesures anti-Covid, ils allaient avoir besoin d'entertainment, donc du jeu vidéo. Sauf que ça, nous, on l'entend, tout le monde l'entend. Les patrons et les marketing ne l'entendent pas. Dans leur tête, ils sont OK, on a fait une croissance de 300% sur ces ans-là. Il faut qu'on fasse encore 300% maintenant. Alors, évidemment, depuis que le Covid... j'allais dire, si je sais pas parti, les gens, pensez à vous protéger. C'est certes, on n'est plus confinés, mais les virus, ça disparaît pas par magie. Mais bon, maintenant qu'il n'y a plus ces contraintes-là, évidemment qu'il y a une énorme chute des CA. Ou en tout cas, que la croissance ne se poursuit pas. Elle étonnamment, se poursuit. Pas aussi bien que ce qu'ils espèrent. Donc, est-ce qu'ils disent « Ah, on fait moins de CA, on vire des gens, on ferme des studios. » Donc... Ouais, donc il y a eu une vague de licenciements. Ouais, une énorme lancement, mais ça n'en finit pas. Est-ce qu'il y a d'autres faits importants sur le secteur qu'on n'a pas abordés et qui te paraissent importants à citer? Il y a une spécificité du jeu vidéo qui fait qu'on a parfois un peu plus de force, peut-être, c'est que c'est très très international. Dans le sens qu'on a des boîtes à filière, je sais pas si on appelle ça comme ça, ou à branches. Par exemple, vous avez des studios qui sont des studios qui ont certes démarré dans un pays, mais qui sont maintenant des corporations, et qui ont, il y a la branche française, il y a la branche canadienne, la branche chinoise, machin, qui du coup doivent, pour les patrons, naviguer avec les différents types de lois de droit du travail des différents pays, qui évidemment, pourquoi ils font ça? Surtout pour en abuser.
mais que comme c'est à la fois un secteur, du coup, géographiquement étendu, et aussi très Internet, on a beaucoup de liens avec les collègues de l'étranger. Ça discute, ça parle des problèmes, ça parle des patrons problématiques. Donc il y a un petit peu cette peut-être facilité qui a malheureusement pas beaucoup de conséquences, mais à outer les personnes problématiques du milieu et à dire ce gars, ce type c'est des merdes, ça se sait. Bon après, c'est encore une fois, tapez sur Google, vous cherchez et vous allez ensuite vous regardez quel genre de sanctions ou d'effets ça a pu avoir et encore une fois vous allez être un petit peu déçus je pense mais ouais il y a un peu ce truc là qui fait que c'est aussi une lutte qui est internationale d'entrée de jeu en fait, elle n'a pas eu besoin d'être internationalisée, elle l'est de base. On va passer à la partie sur les luttes actuelles. D'après le ministère du Travail, 10,3% des salariés se déclarent syndiqués en 2019. Ils étaient plus de 30% en 1949. D'après votre étude à vous, 17% des travailleuses du jeu vidéo le sont. Donc c'est déjà un peu plus, mais est-ce que tu peux nous dire ce que vous pensez de ces chiffres et quel est l'intérêt pour un ou une travailleuse de se syndiquer? Quelles avancées permettraient aussi un meilleur taux de syndicalisation dans votre secteur? Yep, bah ouais, comme tu l'as dit, l'INSEE déclare que en France, dans la masse salariale, toute industrie confondue, il y a à peu près 10% des personnes qui sont syndiquées. Alors nous, ça dépend un petit peu de comment... Encore une fois, ça reste assez vague parce que on prend toujours l'estimation la plus haute en termes de décompte qui est de 25 000 personnes dans l'industrie. Comme ça, au moins, au pire, on se trompe et en fait, on est plus. Mais ouais, à peu près une vingtaine de pourcents aujourd'hui. Alors, juste pause une petite seconde. C'est Mavis du futur qui s'adresse à vous. Un point qui est important de préciser et que j'ai oublié de mentionner, c'est que ces 17% dont on parle, c'est 17% parmi les personnes qui ont répondu au sondage. Et comme tout sondage, c'est forcément biaisé, donc on peut pas vraiment dire que ça représente la réalité et qu'il y a vraiment 17% ou plus de personnes syndiquées dans l'industrie du jeu vidéo total, mais c'est quand même un bon indicateur. Mais c'est important de bien comprendre que ce ne sont en réalité que des chiffres qui représentent un pourcentage sur un nombre de personnes sondées. Voilà. Et du coup, je vous laisse retourner avec Louise et Mavis du passé. Bye bye. Pourquoi est-ce qu'on est à peu près au double ? Je pense parce que déjà, je vais pas dire qu'ailleurs c'est mieux, mais c'est une industrie qui est énormément en proie aux vices d'usage. On a parlé du crunch, mais le harcèlement moral, les contrats bien pourris. Quand tu le subis une fois, bon, peut-être que tu fais ah non mais c'était juste mauvaise expérience, puis après au bout d'un moment tu cherches à te demander c'est quoi le problème et ça te mène un petit peu vers le syndicalisme. Bah ouais, je sais pas si je peux dire que c'est beaucoup mieux ailleurs, j'imagine que non, malheureusement. Je pense qu'il y a le fait aussi que c'est une industrie qui discute beaucoup, dans le sens, comme je disais, elle est vachement sur le net, donc on se fait des contacts, on se fait des liens. Et il y a aussi le fait qu'on a du coup Solidaire Info, il y a peut-être CGT Info aussi dans le tas, qui existe pour ceux qui sont des grosses fédés. Mais il y a un syndicat indépendant, je ne sais pas si vous avez entendu parler du STJV, qui existe dans le jeu vidéo et qui n'y en a pas énormément dans d'autres secteurs, des syndicats indépendants. Et je pense, je dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais que l'alternative de syndicats indépendants, elle plaît pas mal. Pas qu'elle plaît dans le sens, voilà, mais qu'elle est peut-être plus, moins, effrayante. Et ouais, mais on a constaté aussi, même sur nos chiffres, vu qu'ils aiment bien parler de croissance, on va utiliser le même terme, en termes d'adhésion sur ces dernières années, et c'est pas, je pense, décorrélé du nombre de personnes qui perdent leurs emplois, qui se retrouvent... voilà, on est aussi un petit peu dans cette phase de... Là, la situation actuelle de l'industrie est dramatique, et elle s'empire. On a un petit peu ça. Ça vient aussi peut-être du fait qu'on propose pas mal d'outils qu'on met à dispo pour les adhérentes, mais pas que, pour toutes les travailleuses. Je parlais tantôt du soutien juridique, mais on a aussi les caisses de grève. Vous avez peut-être entendu parler qu'il y a eu une grosse grève générale le mois dernier, par exemple. Et que, en fait, un truc tout bête, on a aussi pas les patrons les plus futés du lot, quoi. Non, mais c'est vrai, un truc qu'il faut oublier, c'est que le meilleur outil des syndicats,
c'est les patrons eux-mêmes. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire de pub quand votre patron, il vous raconte des dingueries à tour de bras, au détour de la machine à café, qui vous ment au visage, qui vous parle des chiffres de vous savez pas quoi. Enfin, parfois, il n'y a pas besoin de faire autre chose de plus que de juste partager ce qu'ils disent. Ils sont leurs propres outils de destruction, et surtout dans cette industrie qui est jeune et qui veut entre guillemets profiter de ce lien pote-ami, patron-ami, machin, il se tire un peu des balles dans les pieds, mais qui continue comme ça. Hein. Ils sont nazes, continuez d'être nazes. Voilà. Et bon, on a aussi mais ça, tous les syndicats le font, des petits outils un petit peu sympathiques qui permettent de se faire connaître. On a des petits stickers. On essaie de participer aussi dans des tables rondes, dans des interventions événementielles qui permettent de se faire un petit peu connaître. Voilà. Mais ouais, pourquoi par contre on est passé de 30% il y a une 70aine d'années à l'état actuel en France? En fait, je pense qu'il faut voir aussi à quel point le droit du travail était malmené par les politiques récentes. Mais pas que sur le droit du travail, sur la vision du travail, sur comment est-ce qu'on le conçoit, sur le fait que maintenant, on voit le travail vachement plus individualiste qu'avant. C'est-à-dire que fait plus partie de la boîte. Oui, déjà, avec la multiplication des statuts. Mais c'est ça. Avec la multiplication des statuts différents, des contrats différents, ça aide pas non plus. Et le fait qu'on ubérise au max tout ce qu'on peut. Et aussi, mine de rien, la répression syndicale, quoi. Bon, ça a toujours existé, ça existera toujours. Mais avant, il y avait... Je vais pas dire « c'était mieux avant », mais... En fait, les outils qui permettaient aux syndicats de se protéger, qui sont venus de cette époque-là, au fil du temps... De la même manière que le droit du travail s'est dégradé, ces outils-là se dégradent et sont perdus aussi. Ce qui fait que maintenant, en fait, être syndiqué, c'est aussi un risque. Surtout quand nos patrons sont au courant. C'est pas pour rien qu'on parle de l'anonymité syndicale, hein. C'est pas pour rien aussi qu'on utilise des pseudos chez nous. C'est pas juste parce que c'est fun, c'est aussi parce que ça permet de se faire forcément connaître des systèmes RH et patrons. Parce qu'on t'embauche plus, quoi. On t'embauche plus ou on te fait vivre un enfer. Et puis aussi avoir un rapport de force de 30% / de 10%, ça change c'est pas la même, hein. Tout. Hein. Et c'est vrai que en fait, ça fait un bon emballement. C'est-à-dire que vous allez avoir des lois qui vont faire questionner les gens sur le fait de se syndiquer parce que ça les met en danger. Donc moins de syndiqués. Moins de syndiqués, ça veut dire qu'on a moins de moyens pour faire valoir nos droits, pour les revendiquer. Comme on peut moins les revendiquer, les lois qui vont les détruire, elles peuvent plus facilement passer. Et là, on est dans une boucle infinie de... Mais ça, c'est le cas dans le droit du travail, c'est le cas dans le syndicalisme, mais dans toutes les lois politiques actuelles, c'est pas pour rien qu'on est dans un emballement très fasciste dans l'Occident. Hein. C'est pas... Ça, c'est pas... Il y a 4 ans, il y a 8 ans, ils ont voté Trump. C'est pas ça du tout qui a démarré. Hein. Pourquoi on en est arrivé là, ça remonte à bien... 30, 40, 50 ans de dégradation de tous les systèmes sociaux, quoi. Donc, vous avez récemment appelé à une grève générale du jeu vidéo. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça a consisté ? Ouais, c'était un mouvement social national qui, j'ai mis entre parenthèses international, parce qu'on a des camarades qui n'étaient pas forcément en France, qui ont aussi participé. Qui découle en fait de tout ce qu'on a parlé avant, de tous les layoffs, layoffs ça veut dire les renvois, les conditions de travail exécrables, tout ça. Et ça a eu lieu le 13 février, et ça a eu lieu sur la totalité du territoire national, avec des interruptions de travail, avec des piquets, avec un serveur Minecraft de grève pour les gens qui étaient pas qui restaient chez eux, parce que ça compte tout à fait comme la grève. À Lyon, on a fait un truc un peu particulier qui était cool, c'est qu'à Lyon, on a beaucoup de studios et qui ont pas forcément une grande masse syndicale au sein du studio. C'est-à-dire que plutôt que de se dire, on va faire, 10 piquets devant chaque studio, exactement, avec les 2-3 personnes syndiquées du studio, ce qu'on se dit, c'est qu'on va tous se rassembler et faire une sorte de petite balade dans la ville, s'arrêter 1 heure devant chaque studio. Et là, bizarrement, quand les patrons ils voient 100 personnes en dessous de leur fenêtre, ça chie un peu dans le pantalon. Il n'y en a pas un seul qui est venu nous voir, d'ailleurs. Enfin si, il y a un patron qui est descendu à un moment donné pour faire un petit coucou en mode mais il est vite remonté dans son bureau.
On a vendu beaucoup de crêpes. Je dis vendu, à Lyon, on a oublié de mettre un prix, donc on a donné beaucoup de crêpes aussi. Ça a beaucoup fait plaisir aux gens. Et voilà. Ah oui, ça, peut-être que j'en parle aussi, c'est qu'on a décompté environ entre 1000 et 1500 personnes présentes sur les piquets, dans les manifestations. Ce qui est... si vous faites le rapport aux 23 000 personnes qu'on estime dans l'industrie, c'est beaucoup. Et surtout, ce qu'on compte, c'est que c'était plus de 2000 personnes au total en grève, en interruption de travail, chez soi. Ça veut dire plus que 10% de l'ensemble des travailleuses du secteur. J'ai cherché toute la soirée hier d'essayer d'avoir des stats sur le nombre de participantes sur des grèves j'ai trouvé des moyennes introuvables. Mais je pense qu'on peut dire que c'est beaucoup. Ouais, voilà. J'aimerais que nous revenions sur vos revendications. Est-ce que tu peux nous les expliquer une à une ? Les revendications, c'est les revendications sociales qui sont globalement toujours un peu portées pendant des grèves. C'est sauvegarder les emplois et responsabiliser les patrons, c'est-à-dire cesser ces renvois massifs qui ont lieu en ce moment, la destruction de nos emplois, la destruction de nos conditions de travail qui succèdent à l'incident de la bulle Covid. Et c'est ce qu'on entend par responsabiliser, c'est regarder autre chose que vos chiffres de croissance, ouvrez les yeux. La transparence des finances des entreprises et les partages des bénéfices. Dites-vous bien qu'en France, en 2023, les bénéfices de l'intégralité de l'industrie du jeu vidéo, c'est 6 milliards de bénéfices. On va juste imaginer 2 minutes qu'on a un salaire médian à 3 000 euros par mois. C'est bien, 3 000 euros par mois, on est à l'aise. Alors, on s'imagine que ça coûte 10 000 à une boîte. Ok ? C'est pas vrai aussi, c'est une surestimation excessive. Et on s'imagine qu'on est 25 000 travailleurs ici en France. Quand on fait le compte, on se retrouve, après avoir payé tous les salaires et tout ça, à quelque chose comme 4,3 milliards de payés. C'est-à-dire qu'il y a 2,6 milliards, on ne sait pas où ils sont. Alors on sait où ils sont, ils sont dans la poche des patrons. Ils vont venir nous dire que la croissance est déficitaire, qu'ils perdent de l'argent. Et j'insiste là-dessus. Le salaire médian, il n'est pas à 3 000 balles et ça ne coûte pas 10 000 balles pour une boîte de payer ses travailleurs ici. Même comme ça, même avec cette situation qui est utopique, on se retrouve avec quasiment 3 milliards du chiffre d'affaires qui disparaît quelque part. Et on vient nous dire que maintenant on perd de l'argent, on ne va pas investir. Donc oui, on veut une transparence sur les finances, on veut une partage des bénéfices, parce que c'est pas normal que presque la moitié du chiffre d'affaires d'un secteur disparaisse dans les caisses du patronat. On parle aussi de la réorganisation des productions et des réductions du temps de travail. Ça rejoint ce que je disais tantôt avec le crunch. Il faut arrêter ces pratiques-là. On a des exemples de semaines de 4 jours fonctionnelles où, quand je parle de semaines de 4 jours, je ne parle pas de 35 heures en 4 jours. Je parle de vraies semaines de 4 jours en 26 heures. On sait que ça fonctionne, on sait que ça marche. Il faut arrêter de vouloir raccourcir les délais toujours plus que ce qu'ils ne le sont déjà et de réduire les moyens de production, tout ça pour économiser 3000 balles sur une production, quand on sait que... je viens de faire, comme je vous disais, c'est des mathématiques un peu inventées, mais bon, on sait qu'il y a une énorme part des bénéfices qui partent, Dieu sait où, et on veut aussi une participation directe des travailleurs et des travailleuses aux décisions, parce que les décisions, elles sont prises par qui ? Elles sont prises par une industrie, des patrons et des marketeurs qui se sabotent, ils s'auto-sabotent, parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est un projet, ils n'ont aucune idée de comment il est conçu, ils n'ont aucune idée de comment ça fonctionne, et tout ce qui les intéresse, c'est leur graphe avec la petite flèche qui dit « Ah, on fait plus de croissance, on ne fait pas plus de croissance ». Il n'y a aucun poids, une absence totale des travailleuses dans les prises de décision au sein des boîtes. Et ça, c'est dramatique. C'est comment on peut avoir des conditions de travail et un fonctionnement qui fonctionne quand les personnes qui sont concernées, elles n'ont même pas le droit à la parole dans leur boîte. Voilà. Je pense que j'ai un peu fait le tour, mais... T'as été hyper efficace. Mais voilà. Trop bien. On a peut-être bossé pour la grève. Oui, carrément. Il faut faire des scopes, en fait. C'est ça. Il faut qu'on fasse tous des scopes comme ouais, ça. Si c'est pas toujours facile, mais ouais. Oui, grave. Mais ça existe dans le jeu vidéo, un petit peu. Enfin, peut-être plus dans l'informatique que dans le jeu vidéo. Mais bon, bref. Vous dites, je cite du coup sur votre site,
Dans le secteur du jeu vidéo, comme dans beaucoup d'autres, le patronat cherche à méthodiquement déposséder les travailleuses de la connaissance de leur propre industrie, donc les problèmes courants, nos compétences et métiers, nos droits, etc. Le STJV souhaite proposer un réel plan d'action pour former massivement les travailleuses du jeu vidéo à la réalité de leur industrie. Fin de citation. L'information est donc pour vous une manière puissante de lutter. Ouais, mais en fait, plus que l'information, c'est même le savoir et la connaissance. Je pense que c'est le. Et pas que dans la lutte, hein, dans tout. C'est peut-être l'outil le plus puissant qui peut exister parce que, en fait, les patrons, ils vont vous prétendre l'inverse. Hein. Ils vont dire oh non, je savais pas, oh là là. Ils savent très bien ce qu'ils font. C'est des gens qui ont souvent soit connaissance de leur biais d'oppression, soit ils ont des équipes qui sont dédiées à ça. Hein. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a des équipes d'avocats dans les grosses corporations. Le truc le plus fort qu'on peut faire pour lutter contre ça, c'est même pas de se syndiquer en soi, c'est de partager entre nous nos outils, notre savoir, de parler entre nous. C'est vraiment le plus important. Par exemple, je peux vous parler... on a différents baromètres qui sont accessibles sur nos sites qui parlent de l'industrie. C'est avec ça que tu as pu trouver, je pense, le taux de... Comment on appelle ça ? De la formation. Merci, ouais, c'est ça. On en a un aussi pour les salaires. En fait, c'est un outil qui sert à quoi ? C'est un outil qui permet de dire aux gens, vous bossez à quel poste ? Combien vous gagnez par mois ? Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que quand vous allez à votre entretien d'embauche, si vous n'avez pas de baromètre, une personne vous dit « Ah, ça, bon, j'estime que tu peux espérer toucher 2 000 € par mois. » Quand vous avez un baromètre sur les yeux et que vous voyez que ce poste-là, il est plutôt entre 3 et 4 000, quand vous le montrez à votre patron et que vous dites « Bah, attendez, il y a 75% des personnes dans ce statut-là qui touchent tant, pourquoi vous me proposez ça ?» Là, vous avez un outil direct de négociation pour peser dans la balance. Sans ça, dites-vous bien qu'au plus bas ils peuvent aller, au plus bas ils iront. Hein. Ils vont pas hésiter longtemps. Hein. Mais aussi, en fait, pour avoir conscience de ses droits. Il y a énormément de gens en France et dans tout le milieu du travail qui, je pense, ne savent pas ce qu'est le droit du travail, mais même pas dans le sens qu'ils ne le connaissent pas en mode expertise du droit du travail. Je pense qu'il y en a qui ne savent même pas que ça existe et qu'ils ont le droit de dire à leur patron « Attends, là, tu déconnes ». C'est votre droit fondamental de vous protéger contre les abus. Et il y a énormément de choses que, comme je disais, votre patron va vous forcer à faire en prétendant l'ignorance qui sont complètement illégales. Vous imposer des jours de congé, c'est illégal. Vous faire travailler plus de 35 heures sans payer vos horaires sup en prétendant un rattrapage tardif, c'est illégal. Enfin, c'est pour ça que je dis l'information et le lien, surtout vraiment soyez en lien entre vous, entre travailleuses, parlez, unifiez-vous. Bon, ça du coup ça passe aussi par du syndicalisme, mais pas forcément. Parlez avec vos collègues au boulot, parlez des problèmes, dites bien entre vous, si vous trouvez qu'il y a un truc qui est bizarre dans votre boîte, le gardez pas pour vous, allez voir les collègues, parlez-en, parce que souvent ce qui arrive, c'est que tous les autres collègues ils le subissent aussi, et que tout le monde se dit merde, le problème c'est moi, et tout le monde le garde pour soi. Du coup, tout le monde subit la même oppression, tout le monde subit les mêmes harcèlements, les mêmes modes opératoires. Personne n'en parle entre soi, personne ne se rend compte que le problème, ce n'est pas vous. Et du coup, on laisse continuer. Donc, vraiment, vos discussions de machine à café, je sais que souvent, on dit « Oh là là, ils sont chiants, c'est gauchiste, t'as toujours parlé... » Non, non. S'il y a un seul truc qui vous semble bizarre au travail, parlez-en aux collègues. Même si c'est juste en l'évoquant un petit peu, vous avez peut-être l'interaction de dire « Ah tiens, ouais, moi aussi ». Et de là, on aura beaucoup plus de force à démarrer quoi que ce soit pour faire plier le patronat en étant 10 qu'en étant seul. Parce que quand vous êtes seul, ils peuvent vous virer. Et d'où l'importance aussi, quand on travaille de chez soi ou en freelance ou quoi, de se regrouper avec des gens de son secteur aussi. Ouais. Vous dites, je cite toujours, « Tout comme de nombreuses industries, le jeu vidéo s'inscrit dans un contexte international qui influence directement les droits des travailleuses. Internationaliste, le STJV a fait de cet acte un facteur essentiel de son action depuis sa création, que ce soit par l'échange de connaissances ou le soutien à des syndicats étrangers, y compris dans leur processus de création. Le développement du syndicalisme global dans le jeu vidéo nous permet d'envisager de faire encore plus. » Fin de citation. Donc ça, tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais comment est-ce que vous mettez ça en place concrètement ? Et est-ce que tu pourrais nous citer des pays dans lesquels le syndicalisme du jeu vidéo est particulièrement représenté ? La France.
Non, je sais pas si j'aurais vraiment des exemples parlants. Je sais où il y a d'autres syndicats. Je sais qu'on a beaucoup de relations avec les CAMA en Espagne, en Allemagne, dans les pays du nord-est de l'Europe, nord-américain aussi. C'est étonnant de dire nord-américain et de parler de syndicalisme, hein, mais ça existe un petit peu, surtout au Canada. Pas tant que ça, malheureusement, aux USA. Pourquoi ? Parce que il suffit de voir que dès qu'ils se, comme ils disent, unionize, là-bas, en fait, moi je me plains là, du droit du travail français. Dites-vous bien que aux États-Unis, c'est une terreur. Et que quand un secteur se met en grève ou se unionize, comme ils disent, c'est qu'il y a des problèmes que vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce sont des problèmes. Parce que là, en fait, c'est très simple, hein. Il y a eu un exemple il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'est à Google, où il y a une dizaine de personnes qui se sont déclarés avoir fait un syndicat, on va dire, et qui avaient rendez-vous avec la mairie, je crois que c'était Chicago, je ne sais plus, mais bref, avec les représentants locaux d'une grande ville, hein, aux USA pour parler des problèmes du siège. Ils ont reçu un SMS dans les 10 minutes qui ont suivi l'annonce pour dire que toute l'équipe était virée. Wow. Voilà. Ouais. Pendant la réunion, donc voilà, c'est ça. Comment ça se met en place ? En fait, on a beaucoup de sommets qui s'organisent, des sommets, des réunions qui permettent de se mettre en lien. Nous, on fait partie... alors, je sais que c'est bizarre comme nom, ça va, en tout cas en France, ça risque d'évoquer un nom, enfin, des personnes différentes. Ça s'appelle UNI. Ça n'a rien à voir avec l'UNI, qui sont les syndicats fascistes, hein, en France. Voilà. Et GSW, qui sont les deux groupes rassemblant les différents syndicats du secteur du jeu vidéo avec lesquels on partage beaucoup. Et aussi, en fait, ça rejoint ce que je disais avant, c'est que comme on a cette chance, entre guillemets, d'avoir des branches internationales, enfin nationalisées dans différents pays, on a aussi des outils de communication via Slack, Discord, enfin peu importe, ce qui fait que en fait, ça reste nos collègues de travail. C'est-à-dire que c'est pas juste la personne qui fait le même boulot que moi dans un autre pays, c'est un collègue direct de travail. Donc pour peu qu'on peut se comprendre parce qu'on parle une langue commune, et ben en fait on peut tout à fait partager, comme je disais avant, notre savoir, nos outils entre nous. Génial. Quels sont les prochains projets et actions du STJV ? C'est vaste. Là, on se remet un peu de la grève, mais on a le 8 mars. On a, alors c'est pas, qui sont pas portés par nous, hein, évidemment, c'est celles qu'on soutient. Il y a des mobilisations antifascistes et anti-impérialistes, notamment en réaction aux différentes décrets Trump. On participe à... Il y a pas mal d'événements dont je ne connais pas les noms de tous, sur lesquels on a des tables rondes récemment. À Lyon, c'est Indie Game Dev, si je dis pas de bêtises, bientôt. Mais voilà, de toute façon, dites-vous bien, si vous entendez parler d'une mobilisation sociale, on n'est pas loin. Cherchez un drapeau rouge et noir ou LGBTQ avec différentes prides et écrit STJV dessus, vous allez vite nous trouver. Il y a de grosses mobilisations en ce moment suite aux baisses de subventions drastiques dans la culture, du seuil de TVA à 25 000 euros de CA, etc., etc. Ainsi que d'autres mesures mortifères pour le secteur. Comment est-ce que vous vous inscrivez dans ces luttes ? Ouais. Là, du coup, je vais rechanger de casquette. Enfin, peut-être mettre les deux à la fois, syndicaliste et aussi travailleuse de la culture. Ouais, ça, en fait, ça nous concerne directement de par le fait qu'on a une énorme masse de personnes qui sont dans ces types de contrats, quoi, et qui vont subir ces changements. Donc en fait, on peut pas, ils sont même pas, déjà ils devraient pas être ignorables, point, sans viser personne. Ils ne peuvent pas l'être chez nous parce que ça nous touche directement. Donc même si on aurait voulu ne pas se sentir concerné, on n'aurait pas pu l'éviter. Et ouais, qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus ? Faut se mobiliser, il faut se faire entendre, il faut se rendre compte que ça touche beaucoup de personnes qui sont dans ces conditions-là. Il n'y a pas que le secteur du jeu vidéo qui va être touché par le truc de freelance. Il y a littéralement toutes les personnes qui sont freelance et ça veut dire beaucoup de gens. C'est hyper important de s'unir, c'est hyper important de se faire entendre ensemble. On a pu presque un petit peu se faire entendre et faire repousser au moins la signature de cette loi de TVA à 25%. On sait que ça n'a pas marché. Enfin, je veux dire, je pense que tu l'as entendu autant que moi, on sait que c'est juste un délai qui nous a été accordé et qu'ils n'ont pas envie de l'entendre et qui vont quand même passer cette loi. On a 2 mois pour essayer de voir si on peut pas... Bon, je suis pas très optimiste à ce sujet-là, mais voilà, c'est le moment ou jamais. En fait, il sera jamais trop tard. On peut avoir l'impression que c'est trop tard pour se faire entendre et pour s'unir. Non, c'est jamais trop tard et on peut toujours le faire, il faut le faire.
Et voilà, c'est l'essentiel. Merci. À ton avis, comment en tant que consommateuriste, on peut aussi relayer ces luttes, comment on peut apporter notre soutien? Ouais, et bah sur les réseaux, faut pas hésiter à partager quand vous voyez, faut pas hésiter à en parler, faut pas hésiter à dénoncer les trucs que vous trouvez absurdes dans les produits. Et pitié, quand vous le faites, ne parlez pas des développeuses, parlez du studio. C'est pas... Comment dire, c'est pas qu'il y a un blâme individuel à porter, c'est que les personnes qui fabriquent ces choses-là ne sont pas celles qui prennent les décisions. Donc c'est très douloureux pour les personnes qui bossent sur ces projets de s'en prendre plein les dents sur la qualité des produits, sur ce qui est représenté. Quand tu connais leurs conditions de travail et que tu sais que ça leur a été imposé, dénoncez bien ce que font les studios. Dites bien à quel point Ubisoft, c'est des gros connards de vendre leur jeu à 100 balles avec un abonnement pour avoir un jeu qui tourne en diaporama. Oui, mais c'est pas la faute des équipes qui bossent dessus, quoi. Une question que je pose à tous mes invités. Nous sommes actuellement le 4 mars. Nous avançons dans un contexte politique où le fascisme prend de plus en plus d'ampleur dans notre pays et dans le monde. Comment vous le vivez en tant que syndicat? Quelles réflexions vous avez pour la suite de la lutte avec la montée de l'extrême droite? Très mal. Je pense que tout le monde le vit très mal. Enfin, tout le monde qui se sent concerné devrait le vivre très mal. C'est horrible. C'est dur. Et oui, c'est notre combat de tout temps. C'est le combat ça fait partie de l'ADN de notre groupe. L'antifasciste en fait partie. Et c'est délicat. Pourquoi? Parce que en fait, comme tous les médias, le jeu vidéo il sert aussi de transport aux idées nauséabondes fascistes. J'ai pas forcément d'exemples à donner, j'ai peut-être pas aussi envie de les donner, mais comme la presse, comme le cinéma, comme la musique, les fachos ils peuvent tout à fait s'en servir pour faire leur dog whistle ou pas être si discret que ça. Par contre, et ça c'est important, et c'est même giga important, c'est que ça permet aussi de faire l'inverse. Et c'est extrêmement important d'y être vigilant et d'agir dessus. On peut pas laisser passer les studios qui reprennent des signes fascistes ou quoi et qui vont me faire « Oh, on savait pas !» Non, on peut pas laisser passer ça. Pas aujourd'hui, plus maintenant. On n'aurait jamais dû. Ça devrait pas l'être. Et voilà, puis bon, c'est je pense aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, la vitesse terrifiante à laquelle ça se dégrade et à laquelle ça penche à droite, comme on dit, c'est extrêmement important en tant qu'organisme de se mobiliser et de vraiment faire front contre l'extrême droite, que ce soit en France, mais pas que, parce que c'est maintenant, quoi. Voilà. Où est-ce qu'on peut suivre vos actions? Dans la rue. Alors quand j'entends dans la rue, pitié, ne suivez pas de nous individuellement dans la rue, hein, je parle de se retrouver en manif. Sinon, on a Blue Sky, Mastodon aussi, pour les gros nerds comme moi, Instagram, ou notre site internet. Sur tous ces réseaux-là, c'est très simple de trouver, vous tapez STJV, vous allez tomber dessus normalement, c'est pas très difficile. Voilà, on a aussi une chaîne Twitch sur laquelle vous pourrez peut-être retrouver la conférence de presse qui avait eu lieu il y a 2-3 mois vis-à-vis de la GG25, Grève Générale 25, pardon. Enfin, Grève Générale 2025. Voilà. On passe aux questions de fin. Qu'est-ce qui te donne, du coup, on va le faire personnellement, espoir pour la suite, si tu en as? C'est compliqué, hein, parce que je suis pas vraiment... S'il y a une chose pour laquelle les gens me connaissent, c'est pas le positivisme. Donc, voilà, je veux pas entraîner les gens avec moi dans ma chute, dans ma spirale de négativité. Qu'est-ce qui me donne de l'espoir pour la lutte? Les résultats de la grève. En vrai, c'est positif. Ça a bien mobilisé des gens. La presse a été présente. Pas que positivement, ils ont fait pas mal de bourdes, mais bon, peu importe. Ah Ouais, il y a eu des erreurs au niveau des noms, par exemple. Il y a eu des extraits très mal choisis, mais bon, c'est la presse. Il y a quand même eu de très bons articles aussi qui sont sortis. Ça a pas mal secoué, ça a bien visibilisé. On mesurera l'ampleur que ça a eu peut-être plus tard sur si on a eu des résultats, mais on a aussi eu beaucoup de retours positifs qu'on partage souvent sur nos réseaux. Par exemple, avec la grève à Dontnod, il y a eu des emplois qui ont pu être sauvés. Pas la totalité, malheureusement, mais au moins, il y a eu ça a eu des conséquences positives. Mais bon, après, en général, force à nous, hein. Voilà. Est-ce qu'il y a
une personne ou alors une structure que tu aimerais entendre à ce micro? Ah bah écoute, les personnes que j'ai mentionnées plus tôt, si on veut vraiment parler du milieu, si on veut rester, pardon, dans le cercle jeux vidéo, bon après les pauvres elles sont très prises aussi, hein, mais bon, si vous nous entendez, hein, on vous fait coucou, n'hésitez pas, voilà. Si vous voulez que je les renomme, on avait parlé de H, de Maudie, de Queenie et d'Ultia. Bon, pour le coup, elle, je sais qu'elle est giga prise. Pour ce qui est de parler du harcèlement dans le milieu culturel, je pense que si elle en a envie, évidemment, ce serait peut-être la personne la plus apte à parler de comment ça touche et de comment on s'en défend aussi. Quand on s'en défend. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou un mot pour la fin? ACAB, Siamo, Tutti Antifascisti, brûler les patrons, manger les riches. Un grand merci à vous. L'événement du mois de mars se clôture juste ici. Mais je reviens dès le mois d'avril, dans 2 semaines, avec de nouvelles choses et un nouveau programme. Un grand merci à Maëlys d'être venue nous expliquer et prendre de son temps pour nous présenter. Un grand merci à vous et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.